Bonjour, nous voici donc à la deuxième séance du cours sur les migrations, les politiques de migration de par le monde. Et aujourd'hui, je vais aborder la question du complotisme, l'étrange histoire des migrations de remplacement. À la fin de la dernière séance, j'avais évoqué le fait que dans la typologie des acteurs qui interviennent dans les politiques migratoires, se glisse depuis quelque temps une sorte d'acteurs occultes, d'acteurs transnationaux qui, au fond, tiendraient les ficelles de tous les mouvements migratoires, et en particulier de ceux que l'Europe connaît depuis quelques décennies. Et en abordant ce thème, en essayant de retracer son histoire, ses usages actuels depuis 30 ans, je vais en fait vous dresser une histoire qui remonte à 30 ans, puis à un certain moment, je vais même remonter au milieu des années 40, donc bien au-delà. Vous allez voir quand finalement ça permet d'illustrer des parties vraiment cruciales de mon approche, enfin des choses que j'ai annoncées dans ma leçon introductive. Et je pense que nous comprendrons un peu mieux notamment la typologie des migrations, des politiques de migration, selon qu'elles sont, que ce sont des politiques démographiques, des politiques économiques, des politiques judiciaires, des politiques identitaires, etc. Parce qu'au fond, à l'occasion de ce thème de l'immigration de remplacement, tout cela va se mêler. Quand on dresse une typologie, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment interagissent les différents types possibles de politiques migratoires, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc, je rappelle ici le programme de l'année, et bien entendu, ce programme ne peut pas explorer la totalité des politiques migratoires de par le monde. Je ferai en quelque sorte, je braquerai les projecteurs sur un certain nombre d'aspects. Aujourd'hui, outre le complotisme, j'ai aussi la dimension internationale. Existe-t-il des acteurs internationaux qui, en quelque sorte, programment les migrations et auraient finalement une incidence sur les populations des pays de destination? Alors, je vais commencer par deux déclarations assez curieuses de Marine Le Pen, qui était déjà à l'époque donc présidente du Rassemblement national, le nouveau nom du Front national. Et c'était au moment où on était en plein dans la crise de l'accueil des réfugiés qui avait surgi en 2015. Donc nous sommes là en septembre, quelques jours après la fameuse déclaration d'Angela Merkel expliquant que l'Allemagne pouvait accueillir jusqu'à 800 000 demandeurs. Donc on est dans ce contexte très particulier. Et puis comme vous le savez, la France n'a pas du tout suivi la politique allemande et est restée bien en retrait. Et Marine Le Pen, à quelques jours d'intervalle, fait deux déclarations. L'Union européenne nous avait dit dans les années 50 qu'elle voulait qu'on accueille 150 millions d'étrangers. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. Et quelques jours plus tard, dans un meeting, j'accuse l'ONU, alors vous voyez l'entame à la Zola, j'accuse l'ONU, de concert avec la Commission européenne, d'organiser sciemment la subversion migratoire de l'Europe. Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre continent? Et vous voyez le choix des mots et des choses un peu étranges. Dès les années 50, alors que l'Union européenne n'existait pas encore, puisque le traité de Rome remonte à 1950, mais il a fallu du temps pour que tout ça se mette en place, eh bien, l'Union européenne naissante voulait déjà attirer des migrants. À l'époque, je rappelle que c'est simplement le cœur de l'Europe et que les seuls migrants dont parle le traité de Rome, ce sont les travailleurs internes à l'Europe, et notamment les travailleurs italiens. C'est eux dont on parlait essentiellement à l'époque. Et la deuxième déclaration, j'accuse, eh bien, il y a l'idée de la concertation plus ou moins occulte, délibérée, organisée sciemment. Tout ceci, évidemment, de façon non démocratique, les technocrates de l'ONU, et on utilise le thème de la submersion migratoire de l'Europe, qui est en fait un équivalent, évidemment, de ce qu'on évoquera tout à l'heure, la fameuse théorie du grand remplacement. Donc, vous voyez, tous ces thèmes sont en place. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'au fond, quelle est la source de tout ça? Quand Marine Le Pen a fait ses déclarations, des journalistes m'ont interrogé, m'ont dit, mais d'où viennent ces chiffres, 150 millions de migrants, enfin, d'où est-ce qu'elle tire cette donnée? Et il n'a pas été trop difficile, et j'expliquerai plus en détail comment cette démonstration peut être
faite de manière plus précise, il n'a pas été trop difficile de remonter à la source, qui est en fait le fameux rapport des Nations Unies sur les migrations de remplacement, Replacement Migrations, qui a été publié en mars 2000. Des versions françaises ont existé, en tout cas sous forme de résumé, et donc la traduction française, c'est les migrations de remplacement. Est-ce une solution au déclin et au vieillissement des populations? Donc vous voyez, cette affaire remonte à il y a déjà 20 ans. Il faut savoir que, en fait, ce rapport, je raconterai plus en détail comment ça s'est passé, car c'est très intéressant justement pour savoir dans quelle mesure ça a été comploté par les hautes autorités de l'ONU. Ce rapport a été annoncé de façon totalement improvisée début janvier 2000, un très très vague projet qui en fait n'existait pas, il n'y avait pas de rapport qui existait à l'époque, a été annoncé dans le New York Times en janvier 2000. Les Onusiens ont dû pris au mot, ont dû fabriquer très rapidement le fameux rapport, et c'est le 21 mars 2000 qu'il a été publié pour la première fois. Il y a une certaine confusion qui s'ensuit, notamment dans la déclaration du Front National, on parle de 2 rapports, en fait il y a la préannonce d'un rapport qui n'existait pas encore, et il y a ensuite, en mars 2000, le premier rapport qui a été complété en septembre 2000, car ce rapport, en fait, c'est une série de projections démographiques, avec différents scénarios de développement des migrations. Et dans la phase finale, on a 6 scénarios organisés de façon tout à fait symétrique au lieu de 5. Nous verrons cela tout à l'heure. Le rapport donc, a été annoncé dès les premiers jours de janvier 2000 par le New York Times, par une journaliste très connue aux États-Unis à l'époque, qui était une star de la profession. Europe stares at a future built by immigrants. It's the American way. Donc, ça veut dire en gros, l'Europe se trouve devant, doit regarder devant elle, est affrontée à un avenir fait d'immigrants. Et cet avenir, c'est quoi? Eh bien, c'est un avenir à l'américaine. C'est l'idée que l'Europe, finalement, est vouée à accueillir autant de migrants que les États-Unis. Voilà le sens de ce titre. Et dès le lendemain, l'article est reproduit dans l'International Herald Tribune, qui est basé à Paris et qui rediffuse un peu en anglais à la destination de l'Europe les principaux articles des quotidiens américains. Et de là, ça s'est répandu à toute vitesse, notamment dans les quotidiens parisiens. L'écho a été immédiat et je vous donne juste 3 titres. Le Monde, 6 janvier. Selon un pré-rapport des Nations Unies, il n'y aurait d'autre issue que l'immigration pour pallier la diminution drastique du rapport entre actifs et inactifs. Libération le même jour, l'immigration, un remède pour la vieille Europe. Selon l'ONU, il faudrait 160 millions d'immigrés pour rééquilibrer la démographie de l'UE, de l'Union européenne. Et le Figaro, dans un style un petit peu différent, mais qui est bien le sien, le 10 janvier 2000, le rapport qui alarme l'Europe. On a déjà quelques jours de décalage. Alors, le problème, c'est que tous ces titres se référaient seulement au dernier des 6 scénarios, ou des 5 scénarios à l'époque, des scénarios démographiques envisagés par l'ONU, et que l'ONU lui-même jugeait irréels et inapplicables. Et les questions que je vais me poser sont de 3 ordres. Comment expliquer que l'emploi d'une méthode rationnelle, d'ailleurs, dresser des scénarios possibles, impossibles, faire des raisonnements par le possible, des raisonnements par l'absurde, etc. Comment expliquer qu'en fait, cette méthode ait fait l'objet d'un tel contresens? Car les 3 titres des journaux que vous venez de lire sont erronés tous les 3. Et on a des témoignages comme quoi les journalistes qui avaient écrit ces articles étaient absolument furieuses de voir le titre qui avait été apposé sur ces articles par la rédaction. Les rédacteurs en chef, très vite, pour accrocher le lecteur, et en fonction de ce qu'ils pensent être les intérêts du lecteur, posent des titres, et les journalistes qui ont écrit l'article découvrent parfois que ces titres vont à l'encontre du corps de l'article. C'est exactement ce qui s'est passé dans en tout cas les 2 premiers cas, aussi bien dans Le Monde que Libération, qui sont quand même a priori des quotidiens qui, dans ces domaines, sont relativement sérieux. Des démographes renommés, je dirais tout à l'heure lesquels, ont eux-mêmes critiqué l'initiative de l'ONU. Ils ont jugé que ce n'était pas seulement un raisonnement par l'absurde, mais c'était un raisonnement absurde, qu'au fond l'exercice était en lui-même vain, et l'exercice a consisté à dire mais combien de migrants faudrait-il pour rajeunir l'Europe
C'était ça l'idée, pour l'empêcher de vieillir. Et puis, ce que j'expliquerai aussi, c'est que ce rapport est toujours cité de nos jours, abondamment, par les adeptes de la théorie du grand remplacement, malgré tous les démentis de l'ONU, et je vais essayer d'expliquer cette logique, comment tout ça fonctionne. Et vous voyez qu'en même temps qu'un exposé des projections de l'ONU, qu'un éclairage sur la façon dont les politiques ou les recommandations sont décidées et formulées par les organisations internationales, je vais aussi beaucoup vous parler des médias et des problèmes de communication qui sont en fait absolument centraux dans cette affaire. Donc je m'attarde sur cette histoire parce qu'elle est pleine d'enseignements à tous les niveaux. Une première étude a été publiée à chaud sur le sujet. Il y a eu très peu d'études en réalité sur ce phénomène et aucune qui prend en compte la trentaine d'années depuis que ça s'est déroulé. Et on la doit à Michael Teitelbaum, qui est un des grands personnages de la démographie américaine, présent dans des quantités de conseils officiels sur les questions démographiques, donc professeur d'université, très lié aussi à l'ONU, enfin voilà, un personnage assez clé pour faire le lien entre l'université et le monde onusien. Et il fait un article assez bref dans la prestigieuse Population and Development Review, qui est l'une des 3 ou 4 grandes revues majeures de démographie au monde, une revue américaine qui dépend du Population Council, cette ONG qui est auprès de l'ONU en quelque sorte, et qui conseille les grandes entreprises multinationales sur leur politique de développement, leur politique démographique, sanitaire, etc. Et donc Teitelbaum, dans cette revue PDR, comme on l'appelle aussi parfois, fait un article d'une dizaine de pages et il en tire quelques leçons assez simples que les démographes devraient retenir. D'abord, il faut vraiment expliquer aux médias que les projections, ce ne sont pas des prévisions. Alors, je dirais qu'en réalité, l'ONU lui-même, dans son introduction, dans sa présentation des projections qu'il publie tous les 2 ans, ou des projections exceptionnelles qu'il a publiées dans ce cas d'espèce, l'ONU dit toujours que les projections ne sont pas des prévisions, et d'ailleurs utilise le mot prospect, et non pas prediction ou prévision. Enfin, c'est l'idée que ce sont des projections alternatives conditionnées par certains scénarios, et ces scénarios sont plus ou moins vraisemblables, sans qu'on connaisse toujours le degré de vraisemblance des scénarios. Deuxième conseil, soigner davantage les communiqués de presse. Alors en l'occurrence, il n'y a pas eu vraiment, le communiqué de presse a été postérieur en fait au dévoilement de ce pré-rapport par le New York Times, mais effectivement, il faudrait que les communiqués de presse contiennent des déclarages aussi lumineux que possible et en même temps préviennent les interprétations contraires. Ne plus travailler dans l'urgence, parce que c'était le cas, et c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, mais enfin bon. Et puis, un conseil évidemment très avisé, là encore, ce serait bien de tester au préalable la compréhension des documents qu'on s'apprête à diffuser dans le public et de les tester auprès d'une poignée de profanes et de journalistes. Voilà. Excellent conseil, très bon conseil, mais enfin, tout cela ne va pas vraiment au fond des choses et je vais essayer de conduire une analyse qui aille tout de même un peu plus loin que ces conseils de communication, finalement, car ça n'est pas davantage que des conseils de communication. Alors, il y a eu d'autres analyses assez proches de l'événement. Dès le mois de juin, le bulletin de l'Institut national d'études démographiques, Population et Société, publiait un 4 pages, rédigé par Henri Léridon. Henri Léridon, c'est un des grands démographes de l'INED, spécialiste notamment de la fécondité, et dont je rappelle qu'il a eu, il y a une dizaine d'années, une chaire annuelle au Collège de France sur la relation population et développement. C'est une analyse très critique, très dure, sur un ton qui n'est pas très habituel dans ce bulletin officiel de l'INED. Il note tout de suite que le titre de l'article du Monde, il n'y a pas d'autre solution que l'immigration, n'est-ce pas, pour pallier le vieillissement, que ce titre en réalité ne correspond pas au contenu de l'article. Et d'ailleurs, à la suite de la publication de ce bulletin, eh bien, le Monde modifiera le chapeau du texte dans la présentation en ligne
de ce document, ce qui est assez rare de voir des chercheurs qui arrivent à obtenir un rectificatif chez des journalistes. Et la dernière partie de la critique, enfin il y en a plusieurs, mais consiste à dire que le rapport de l'ONU, finalement, en attirant beaucoup trop l'attention sur son dernier scénario, sur un scénario fantaisiste, a finalement encouragé les contresens. Et une autre critique aussi qui est intéressante, que je n'ai pas mentionnée ici sur ce diaporama, c'est que les Ridondim, au fond, traitaient les migrants comme un volant de main-d'œuvre pour ajuster les pyramides des âges des pays européens. C'est quand même traiter étrangement les populations migrantes en question. Et donc, là, il y a une critique, et j'en parlerai tout à fait à la fin, de l'usage instrumental ou utilitariste de la migration pour régler nos problèmes économiques ou nos problèmes démographiques. Donc c'est un article assez dense qui mérite encore aujourd'hui d'être lu. Il y a eu d'autres critiques, notamment celle d'Alain Parent, qui est un autre démographe de l'INED, très présent dans la revue Futurible, où il a longtemps animé, je crois qu'il le fait toujours, la partie démographique de cette revue, qui est une revue destinée aux décideurs d'une part et au grand public de l'autre, et il manifeste le même scepticisme vis-à-vis de l'étude de l'ONU. Alors, l'année suivante, alors que je présidais un séminaire sur l'immigration pour le commissariat au plan, qui s'appelait encore commissariat au plan à l'époque, donc dès 2001, j'avais décidé d'inviter à Paris Alfred Joseph Grimblatt, démographe, qui était à l'époque le chef de la section migration de la division de la population de l'ONU. Et donc, pour qu'il nous explique un peu mieux sa logique, ce qu'il avait, enfin, d'abord sa méthode et ses résultats. Et c'est sur la base de mes lectures et de cette entrevue que j'ai rédigé en 2002 un texte à l'intérieur de ce rapport que je présidais sur immigration, marché du travail et intégration, où je livrais mon interprétation du rapport et puis je commentais déjà un peu son étrange réception. Donc vous avez ici la référence, mais enfin bon, ça n'a qu'un intérêt historique, on peut s'en passer aujourd'hui. En tout cas, vous voyez qu'il y a déjà eu de la part des démographes assez rapidement, dans les 2 premières années qui ont suivi, des critiques assez fortes. Alors, en 2007, la division de la population, qui était dirigée par un autre responsable, a réédité le rapport sur les migrations de remplacement, l'a un peu actualisé. Le monde a réagi comme si c'était quelque chose de complètement nouveau, oubliant ce qui avait été fait dans les années précédentes. Mais ça, c'est classique, hein, cette amnésie chez les journalistes, on la voit tout le temps. Et en fait, il y avait toujours l'erreur initiale qui était là. L'ONU recommande des myriades de migrants pour résoudre notre problème de vieillissement. Mais enfin, en 2015, tout ceci n'était plus qu'un lointain souvenir. Et lorsque donc un journaliste de France 2 m'a interviewé sur les déclarations de Marine Le Pen, dont je vous ai donné le texte tout à l'heure, à la faveur de la crise des réfugiés, eh bien, les journalistes avaient complètement oublié le rapport de l'ONU. Et donc, on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ces 159 ou 160 millions de migrants dont parle Marine Le Pen? Elle avait relié la crise des réfugiés de 2015 à l'exécution d'un plan européen remontant aux années 50. C'est assez étrange comme méthode. Enfin, et donc, j'ai remonté la filière et je me suis aperçu que ce chiffre des 159 ou 160 était tiré du pré-rapport de l'ONU, des annonces faites de façon informelle par les démographes de la division de la population aux journalistes, chiffres qu'on ne retrouvait pas ensuite dans le rapport imprimé en mars, puisque les calculs très improvisés, qui étaient des calculs de coin de table présentés aux journalistes en janvier, ont été ensuite refaits et ont abouti à des données relativement différentes, enfin, sans que ça change les ordres de grandeur. Et je me suis aperçu que... alors j'ai raconté déjà tout ça dans un chapitre de mon livre avec l'immigration, mais vous allez voir que j'apporte du nouveau et je vous expliquerai comment. J'ai pu remonter la filière parce qu'en fait, Jean-Marie Le Pen, très tôt, le père donc, de Marine, avait déjà fait des déclarations extrêmement négatives sur le rapport de l'ONU dès 2000,
Et ensuite, on s'aperçoit que les formules qu'il utilise, les erreurs qu'il commet d'interprétation, se reproduisent d'une génération à l'autre pendant 15 ans, sont reprises par Marine Le Pen, donc la fille de Jean-Marie, avec une déformation du message à mesure qu'il se propage, et c'est assez étonnant, les erreurs se multiplient avec le temps. Tout ceci, je le montrerai plus tard. Alors pourquoi revenir aujourd'hui sur cette affaire de vieille de 20 ans? Eh bien, c'est qu'il y a deux éléments nouveaux qui sont apparus. Il y a d'abord, comme je le disais, le formidable succès du rapport de l'ONU dans les milieux d'extrême droite. Aujourd'hui, actuellement, si vous tapez les références du rapport de l'ONU, vous tomberez sur des sites d'extrême droite qui le citent à l'appui de la thèse du grand remplacement, voire du génocide européen, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de remplacer une population par une autre. Et puis en même temps, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir dans différents voyages que j'ai pu faire en 2019, que ce soit aux États-Unis, en Grèce, en Lituanie, vous voyez, 3 pays très différents. J'ai eu la surprise de voir que les journalistes qui étaient chargés, les journalistes locaux qui m'interviewaient après mes conférences, eh bien, citaient de même le nom de Renaud Camus, le père de l'expression grand remplacement, et m'interrogeaient sur la théorie du grand remplacement. Donc, elle se propage à grande vitesse à une échelle internationale. Et le rapport est devenu la principale caution scientifique de cette thèse. Alors, cette thèse, souvent qualifiée de théorie, bon, c'est un grand mot, soutient que les populations des nations européennes sont en passe d'être remplacées par des populations du Sud, essentiellement musulmanes, et que donc elles sont porteuses d'un redoutable changement de civilisation. Alors, quand on y regarde de près, il y a quand même différentes variantes de la thèse. L'une d'elles est fortement complotiste, c'est d'ailleurs celle que retient le Front National. Le grand remplacement serait orchestré par une élite cosmopolite qui est décidée à détruire les nations en encourageant une immigration massive. Donc il y a un projet cosmopolite destructeur des nations. Et au cœur de cette conjuration immigrationniste, eh bien, figurent l'ONU et l'Union européenne. Une autre variante est assez différente, elle consiste à exhumer le vieux rapport de l'ONU, parce que constamment les gens le redécouvrent, pour valider objectivement le constat, le simple constat. Ils disent même, ce n'est pas une théorie, c'est juste un constat. C'est pas le constat du changement de population opéré depuis des décennies. Et alors l'ONU est créditée par certains auteurs du mérite d'avoir annoncé, en termes tout à fait clairs, dès l'an 2000, le mal diagnostiqué par Renaud Camus et les auteurs de la théorie du remplacement. Je vous cite un auteur, un certain Jean-Patrick Grunberg, par exemple, écrit dans un site d'extrême droite en août 2019, « ONU, la migration de remplacement est nécessaire en France et en Europe ». Donc en 2019, et il cite le rapport de 2000. Et il continue, « Renaud Camus voyait juste, il disait vrai, en anticipant le grand remplacement que l'ONU présentait sans détour en mars 2000 sous le nom migration de remplacement comme la seule solution viable à la survie de nombreux pays européens. » Et le même internaute évoque, à une phrase de distance, le rapport de l'ONU soigneusement évité par les médias, ce qui évidemment est un peu ironique quand on voit l'impact au contraire qu'il a eu par les médias dès sa sortie. Enfin, je vous ai cité les manchettes. Le rapport de l'ONU soigneusement évité par les médias, et puis Renaud Camus, lui, qui est traîné dans la boue par l'ensemble des médias. Donc cette fois, l'ONU fait partie des victimes de l'entreprise d'omerta, d'occultation des données. Et donc, un certain nombre de sites d'extrême droite célèbrent dans l'ONU une lucidité à nul autre pareil, n'est-ce pas, qui peut alimenter scientifiquement leur visée. Vous voyez que c'est assez étrange, les deux branches, l'une accuse l'ONU d'être au cœur du complot, l'autre, au contraire, célèbre l'ONU pour avoir finalement dévoilé, ou peut-être vendu la mèche, en tout cas annoncé les choses aussi clairement que possible. Quand on raboute comme ça toutes ces différentes versions, évidemment, elles sont contradictoires, mais c'est intéressant de voir qu'elles se développent. Voilà. Alors, mon analyse va se dérouler en plusieurs temps. Oui, alors l'autre fait nouveau qui justifie que je revienne sur cette affaire maintenant, c'est que Joseph Alfred Grimblat, assez récemment, a livré
un document absolument extraordinaire que je vous lirai presque intégralement, une sorte de récit autobiographique qu'il avait d'abord rédigé pour ses proches, qu'il avait rédigé en anglais. Et je vous lirai donc une version française, et je peux vous dire que Alfred Joseph Grimblat m'a donné l'autorisation de reproduire cette autobiographie destinée à ses proches et a validé la traduction française, parce que c'est un Français travaillant aux États-Unis depuis des décennies et qui est parfaitement bilingue. Qui est Joseph Alfred Grimblat? Eh bien, c'est une figure de la démographie onusienne, mais formée en France, formée à l'ENSAE et à l'École nationale de la statistique, et qui donc à l'époque, comme je l'ai déjà dit, dirigeait la section migration de la division de la population des Nations Unies. Il y a une vingtaine de chapitres dans son autobiographie, et il y en a un qui est consacré spécialement à l'histoire des migrations de remplacement. Je publierai prochainement une version française donc, de ce document. Et donc, mon analyse va être menée en plusieurs temps à partir de tous ces éléments que je viens de vous présenter. Je vais revenir d'abord sur le corpus delicti, comme on dit, sur le rapport de l'ONU de l'an 2000, que je vais rapidement présenter, rapidement commenter. Je vais ensuite, évidemment, aborder les lectures tout à fait erronées, les contresens dont ce document était l'objet dès sa sortie. Et je dirais que l'erreur principale, ça consistait à prendre des projections pour des projets, à considérer que ce qu'on projette comme scénario, c'est nécessairement l'avenir que l'on souhaite. Le problème, c'est qu'il y avait 6 scénarios possibles et que dire que c'était celui-là qui était projeté, déjà en soi, c'est quand même étonnant. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant dans le récit de Grimblat, c'est que Grimblat offre un récit absolument extraordinaire de la genèse du rapport, du mécanisme de décision qui a conduit à le rédiger, et vous allez voir que c'est tout le contraire d'un complot. C'est-à-dire que la haute hiérarchie de l'ONU n'était absolument pas au courant d'une initiative prise par des démographes, mais sur la base d'habitudes scientifiques des démographes, d'une certaine habitude de la modélisation démographique qui leur est naturelle et dont ils ne mesurent pas toujours l'impact politique en termes de communication. Et donc je pense que c'est intéressant, son récit est très éclairant là-dessus. Mais dans la dernière partie, je vais montrer que ce scénario tout à fait irréaliste de l'ONU, l'idée de migration de remplacement, en fait, a une série de précédents, j'en ai trouvé au moins 4, et le plus extraordinaire, eh bien, c'est le précédent d'Alfred Sauvy, qui en 1946 propose carrément de remplacer les jeunes qui nous manquent dans la pyramide des âges par plus de 5 millions de migrants, là, tout de suite. Enfin, c'est un projet... et j'essaierai de me demander, mais pourquoi Alfred Sauvy n'est-il pas accusé d'être le grand initiateur des migrations de remplacement? Pourquoi c'est finalement l'ONU, plus tardivement, qui est déclaré coupable, par une partie en tout cas de l'extrême droite, d'avoir ourdi un complot d'invasion migratoire sur l'Europe. Donc, je vais... alors, il se trouve que le récit autobiographique de Grimblat met aussi en scène son supérieur, Joseph Chamy, qui dirigeait alors la division de la population des Nations Unies au sein de ce qu'on appelle le DESA, DESA. Le DESA, c'est le département des affaires économiques et sociales au sein de l'ONU. Le directeur du DESA, c'est un des sous-secrétaires généraux de l'ONU. C'est un personnage important. Donc, il faut bien imaginer qu'à l'époque, vous avez le secrétaire général, c'était Kofi Annan à l'époque. Vous avez un sous-secrétaire général qui dirige le département des affaires économiques et sociales. Et en dessous, au niveau -2, vous avez la division de la population des Nations Unies parmi une vingtaine d'autres entités, comme le FNUAP, par exemple, et des choses comme ça. Non, le FNUAP est une agence spéciale, mais il y a un département, un organisme qui fait, enfin un bureau qui fait des statistiques démographiques et sociales également, qui est distinct de la division de la population. Voilà, alors je vais donc m'interroger sur la question de... Donc nous allons revenir sur le rapport de l'an 2000 et étudier au fond comment il est construit très rapidement. Il commence par un message d'alerte. Ce message d'alerte est assez problématique en réalité, ça j'en parlerai aussi, mais pour l'instant je vais prendre pour argent comptant tout ce que dit l'ONU à cette époque-là, et je vais essayer de faire une présentation aussi pédagogique que possible pour des non-démographes. En gros, le constat, c'est que
Il y a un grand contraste entre les États-Unis, qui à l'époque était encore un pays en pleine vitalité démographique, avec un taux de fécondité au-dessus du seuil de remplacement, et puis la vieille Europe, qui, elle, est en train de sombrer. C'était la vision qu'avait Joseph Chamy, le directeur de la population, en train de sombrer dans un déclin démographique, puisque plusieurs pays perdent de la population, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, enfin de grands pays. Ce n'est pas le cas de la France, mais... Et certains pays, évidemment, de l'Extrême-Orient, comme le Japon, bien sûr, la Corée. Donc, et du coup, est-ce que ces pays ont véritablement pris conscience de l'ampleur du vieillissement de la population, l'ampleur donc de la progression très forte du pourcentage de personnes âgées dans la population? Eh bien, l'ONU a eu le sentiment que le problème était sous-estimé, et c'est un des ressorts de son rapport, c'est sensibiliser ces pays européens et extrême-orientaux, tous ces pays industrialisés du vieux monde, les sensibiliser à la question du vieillissement. Alors pourquoi, à un certain moment, pour les sensibiliser à la question du vieillissement, on parle d'immigration, hein, c'est ça un des... Voilà. Eh bien, le rapport commence par dire qu'au fond, il n'y a pas 36 solutions pour régler ce problème. On peut se dire qu'il faudrait une politique nataliste donc, qui soutiendrait la relance de la fécondité, un nouveau baby-boom en quelque sorte. Mais alors les calculs montrent que pour que ça marche, il faudrait un sacré baby-boom, au moins 3,5 enfants par femme, enfin sur l'ensemble des pays, ça varie évidemment, qui serait 3,5 enfants par femme pendant des décennies. Ça va créer des chocs extraordinaires dans la pyramide des âges, hein, puisque c'est pas du tout linéarisé, tout ça, c'est pas du tout lissé. Et en fait, c'est totalement irréaliste, évidemment, de penser qu'on pourrait avoir un taux de fécondité moyen de 3,5 enfants par femme pour rajeunir la population. D'autant que depuis le baby-boom d'après-guerre, il y a une technique qui s'est répandue, qu'on appelle les moyens modernes de contraception, et qui rend tout ça, évidemment, complètement illusoire. La maîtrise de la fécondité par les femmes est désormais un acquis absolument irréversible. Bon, donc soutenir la natalité, ça ne marche pas, sinon à long terme et encore, avec des effets négatifs. L'autre solution, ce serait, en fait, attaquer la partie du vieillissement, qui est le vieillissement non pas par le bas, c'est-à-dire le défaut de fécondité, mais le vieillissement par le haut, qui est l'allongement de la vie, car une bonne partie du vieillissement est due à l'allongement de la vie. Nous avons en France, malgré une fécondité relativement soutenue, nous avons un vieillissement de même ampleur que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Et ce vieillissement, cet allongement de l'espérance de vie, parce que vous voyez, les termes inversent leur valeur très aisément, ça se retourne comme un gant. Si vous parlez vieillissement, tout le monde gémit, et si vous parlez allongement de la vie, les gens se disent « Ah ben formidable, à condition évidemment que ce soit un allongement de la vie en bonne santé ». Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de freiner la progression de l'espérance de vie pour résoudre le problème du vieillissement? Évidemment, l'ONU aborde cette question et aussitôt, c'est pas dit évidemment, c'est contraire à toute éthique. Je vous signale néanmoins qu'il existe toute une littérature britannique et américaine qui aborde de front ce sujet, qui dit oui, il faut un generational cleansing, il faut un nettoyage des générations, place aux jeunes, le survieillissement des vieux, ça coûte beaucoup trop cher, c'est autant de ressources prises sur les jeunes, etc. Enfin, il existe une littérature, notamment dans des revues d'éthique, ça peut paraître étrange, qui répond oui à cette question. Et j'avais déjà eu l'occasion l'an dernier de citer ce livre magnifique d'une philosophe canadienne, Christine Overall, O-V-E-R-A-2-L, qui examine de façon extrêmement précise tous les arguments pour ou contre le prolongévitisme, c'est-à-dire pourquoi, après tout, faudrait-il allonger la vie, et elle est pour, elle, finalement, et après avoir cité toute une littérature pour et contre. Donc, évidemment, l'ONU ne peut pas soutenir une politique de freinage de la progression de l'espérance de vie, mais il faut savoir que ça existe et qu'il y a des gens qui souhaitent rééquilibrer les générations de cette façon-là. Bon, ayant écarté la politique de soutien à la fécondité et la politique qui jouerait sur la mortalité, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Il y a l'immigration, seul outil utilisable à court terme ou à moyen terme, seul outil dont les gouvernements pourraient en quelque sorte disposer assez rapidement, et à condition d'importer des migrants jeunes, et qui seraient toujours jeunes pendant des décennies, eh bien, ça pourrait rajeunir assez rapidement la population. Voilà le raisonnement que tient l'ONU. Mais l'ONU divise la question.
l'ONU divise la question en deux, et ça se retrouve d'ailleurs dans le titre de son rapport, hein, l'immigration est-elle une solution à la baisse et au vieillissement des populations, au recul et au vieillissement des populations. Donc d'abord, est-ce que l'immigration est une solution aux baisses de population? Alors déjà, sur ce versant, l'ONU aborde assez curieusement une stratégie extrême. L'idée, c'est si les pays industriels devaient miser uniquement sur l'immigration, s'ils devaient parier uniquement sur ça. Et en fait, l'ONU n'envisage pas des solutions mixtes. On pourrait imaginer qu'il y ait un système un peu paramétrique, où on ait un peu de tout. Non, l'ONU raisonne un peu par excès, enfin a fortiori en quelque sorte, en disant qu'est-ce qui se passerait si les pays industriels devaient miser uniquement sur l'immigration? Combien faudrait-il accumuler de migrants nets? Les migrants nets, c'est évidemment la différence entre les entrées et les sorties. C'est les migrants qui sont toujours là au bout de quelques décennies. Combien en faudrait-il pour maintenir le niveau actuel de population? Et la question se divise, maintenir le niveau de la population totale d'un pays et maintenir le nombre, stabiliser le nombre des personnes d'âge actif qui, dans ce rapport, est considéré comme allant de 15 ans à 65 ans. C'est des tranches très larges correspondant plutôt à ce qui se passe dans les pays du Sud, mais enfin, c'est le choix qui a été retenu, qui a été fait. Et deuxièmement, question totalement différente, qui elle ne porte plus sur l'évolution des effectifs absolus, mais l'évolution des ratios, des rapports numériques entre les générations. Et c'est le vieillissement au sens démographique. Le vieillissement, il existe partout dans le monde entier. Il n'y a aucun pays qui ne vieillisse actuellement, évidemment. Et c'est le fait que l'effectif des personnes âgées progresse plus vite que l'effectif des tranches d'âge jeunes ou moyennes. C'est ce qu'on appelle le rapport de soutien ou l'inverse, le rapport de dépendance. Et quand on change le seuil, qu'on prend 60 ans comme seuil entre les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, ou qu'on prenne 65 ans, ça ne change pas grand-chose en réalité au raisonnement. Et donc l'ONU s'en explique un peu, mais a fait quelques scénarios alternatifs, mais montre que c'est relativement indifférent. Donc deux questions différentes, l'impact de l'immigration sur les effectifs absolus et l'impact de l'immigration sur les ratios, les effectifs relatifs de chaque génération. Alors, je rappelle au passage, parce que plusieurs déclarations ont été, qui continuent de réutiliser les chiffres de ces rapports de 2000, oublient de dire que l'Union européenne a beaucoup changé de composition depuis. Il n'y avait que 15 pays dans l'Union européenne contre 27 actuellement, puisque ça y est, le Royaume-Uni est en train de se détacher. L'Union a augmenté sa population de 20% en 2004, et je cite toutes les nouvelles adhésions, qui sont essentiellement des pays de l'Europe centrale. Il y a des nouveaux adhérents qui sont arrivés en 2007, Bulgarie et Roumanie, la Croatie quelques années après. Et donc, évidemment, si on voulait actualiser le rapport, ça n'a pas été fait vraiment, il faudrait complètement tenir compte du changement de périmètre de l'Union européenne. Mais les Nations Unies présentent aussi des données sur le continent européen de façon générale, un continent qui a une définition géographique aussi large que possible. Bien sûr, il y a les 15 de l'époque, il y a les pays de l'Europe du Nord ou de l'Europe alpine qui ne sont pas dans l'Union européenne, et puis toute une série de pays qui faisaient auparavant partie de l'Union soviétique, à commencer par la Russie elle-même. Tout ceci est inclus alors quand on voit les projections du continent européen, on voit tout de suite évidemment qu'il faut beaucoup plus de migrants, puisque ces pays-là ont des taux de fécondité très faibles, ont un degré de vieillissement très avancé, bien plus que l'Europe de l'Ouest. Donc la différence entre Union européenne et continent européen dans ces projections est liée évidemment au poids des pays d'Europe centrale et d'Europe orientale. Expliquons brièvement les 6 scénarios de l'ONU dans la version finale du rapport. Il y a d'abord 2 scénarios dont personne n'a parlé, parce qu'ils se contentent de reproduire les scénarios de projection démographique que l'ONU publie tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle la révision des projections, avec une variante néanmoins très intéressante qui aurait dû attirer davantage d'attention. C'est qu'il y a une première variante, un premier scénario qui prolonge toutes les tendances récentes de la fécondité, de la mortalité et du sol migratoire. En gros,
prenant les valeurs observées, les évolutions dans les 10 dernières années, quelque chose comme ça, et qui projette ça sur les 50 ans à venir. Mais le scénario numéro 2, lui, adopte l'option migration zéro. Et la confrontation des deux scénarios est extrêmement intéressante parce que ça permet de voir que les baisses de population déjà observées dans le scénario numéro 1 seraient beaucoup plus importantes s'il n'y avait pas de migration à l'avenir. Donc ce contraste est très utile, mais c'est pas je ne vais pas en parler. En fait, ça n'a pas attiré l'attention des journalistes, ou très peu en tout cas. Là où l'innovation commence, mais avec des hypothèses qui restent raisonnables, c'est les scénarios 3 et 4. Il y a d'abord combien faut-il de migrants nets, combien faut-il en accumuler jusqu'en 2050 pour enrayer la baisse totale de population, et puis combien pour enrayer la baisse de la population d'âge actif. On ne fait pas d'hypothèse sur l'âge à la retraite, sur le taux d'emploi des femmes, etc. Et il s'agit des populations d'âge actif qui théoriquement pourraient être d'âge actif et qui sont donc, je vous l'avais dit, les 15-65 ans. Et alors, dans ce scénario numéro 4, quand on regarde les résultats, eh bien, pour des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Union des 15, les États-Unis, finalement, il faudrait des migrants qui sont assez proches des effectifs qu'on observe actuellement, donc ça ne changerait pas grand-chose à la réalité. C'est déjà ce qu'on observe, d'une certaine manière, au fond, et ça c'était un des apports du rapport, eh bien, les migrations qui existent dans ces pays européens, mais aussi aux États-Unis, eh bien, permettent d'enrayer des baisses de population, et notamment des baisses de population d'âge actif. C'est déjà ce que nous faisons. Par contre, dans les pays proportionnellement beaucoup plus vieux que ceux-là, que ce soit l'Italie, alors l'Europe centrale et orientale, donc l'Europe continentale, mais où pèse l'Europe centrale et orientale, le Japon, la Corée, alors là, il faudrait, pour effectivement enrayer les baisses de population active, plus de migrants qu'il y en a actuellement, 2 fois, 3 fois plus. Enfin, ça commence déjà à faire quelque chose d'assez significatif. Mais l'ONU précise qu'il appartient à chaque pays de décider, en fonction de l'état de son opinion publique, en fonction de ses propres objectifs, si oui ou non ça peut être intégré dans sa politique générale. Il y a une phrase de l'ONU très prudente sur le fait que l'acceptabilité politique ou la faisabilité politique de ce genre de scénario doit être prise en compte par chaque pays. Bon. Alors, avec les scénarios 5 et 6, là, l'exercice change complètement de nature, parce que ce ne sont plus des effectifs absolus dont il faut enrayer la baisse, mais ce sont des ratios qu'il faudrait bloquer. Alors, le premier scénario n'est pas trop exigeant, parce qu'il dit qu'il faut faire en sorte que ce ratio, dans les décennies à venir, ne puisse jamais, n'est-ce pas, descendre dessous de au moins 3 actifs pour un inactif âgé. Donc il y a encore un cheminement possible de développement dans les années à venir pour intégrer des migrants. Mais le scénario numéro 6, lui, est extrêmement rude, puisqu'il dit non, c'est dès maintenant. Et alors, le dès maintenant, c'était 1995, on est en 2000, mais c'est en 1995 qu'ils avaient des données. Et la dernière projection démographique a été publiée en 1998 sur la base de données de 1995. Donc, il y a ce petit retard de référence. Et donc, non, il faut geler dans ce scénario combien de migrants faudrait-il pour geler le rapport de soutien, le rapport numérique entre les générations, à son niveau de 1995, et ce jusqu'en 2050. Et donc, compter sur les jeunes migrants, finalement, pour abolir le vieillissement. L'expression n'est pas dans le rapport, mais en fond, l'idée, c'est, si on voulait stopper le vieillissement, l'abolir le vieillissement, au sens relatif du terme, combien de migrants faudrait-il? Alors là, il faudrait des myriades et des myriades de migrants. En fait, l'ONU va montrer que c'est totalement impossible. Et il faut bien comprendre pourquoi les scénarios 3 et 4 sont possibles, le 5 pourrait l'être encore pour certains pays, mais le 6 est impossible parce que c'est des ratios qu'il faut geler et non pas des effectifs absolus. Et donc, quand on regarde les chiffres du 6e scénario de l'ONU, la France devrait cumuler 90 millions de migrants nets sur la première moitié du XXIe siècle, l'Allemagne 182, l'Union européenne près de 700, le continent européen 1,4 milliard. Bon, vous voyez, ce sont tout de suite des chiffres absolument colossaux, astronomiques. Et ce qui était assez drôle, c'est que, par exemple, le rapport montrait que si on prend le cas de la Corée du Sud,
qui est le pays avec le Japon, le pays le plus vieux au monde proportionnellement, eh bien, la Corée du Sud n'aurait pas assez de la population chinoise tout entière pour migrer chez elle et bloquer immédiatement le processus de vieillissement. Oui, c'est une expérience de pensée tout à fait intéressante. Donc en fait, si on étend à la Terre entière ce scénario-là, eh bien, il faudra aller chercher des arrière-mondes, des populations d'autres planètes, des mondes qui n'existent pas. La conclusion, c'est que c'est un exercice de démographie fiction. Bon. Et l'ONU le dit, peut-être pas avec la force qui aurait été nécessaire, en tout cas l'ONU quand même le dit très clairement, et je vous cite ces passages, abolir le vieillissement à coût de migrants, ben, c'est out of reach because of the extraordinary large numbers of migrants that would be required. Hors de portée, en raison du nombre extraordinairement élevé de migrants qui seraient nécessaires. Ils ajoutent, mais c'est complètement superflu, ils ajoutent que politiquement ce serait inacceptable, enfin on s'en serait douté, c'est déjà mathématiquement infaisable. Et donc, conclut l'ONU, ayant démontré par l'absurde qu'on ne peut pas miser uniquement sur les migrants pour contrer le vieillissement, eh bien, il va falloir vivre avec le vieillissement. Et à ce moment-là, l'ONU de citer toute une série de politiques, parce qu'un rapport de l'ONU, ça doit toujours se terminer par des recommandations, et ce sont des recommandations qui feraient grincer les dents des syndicats qui s'opposent actuellement aux réformes des retraites, parce que ça consiste à dire qu'il faudrait allonger, différer l'âge de la retraite, il faudrait augmenter les cotisations, il faudrait, enfin, tous les paramètres, il faudrait que les femmes travaillent plus longtemps, etc., etc., enfin, tous les paramètres d'une réforme paramétrique des retraites est invoqué à la fin du rapport des Nations Unies, avec, je dirais, une certaine légèreté. Enfin, en tout cas, il montre par exemple que si on misait uniquement sur le report de l'âge de la retraite sans toucher aux autres leviers, eh ben, il faudrait que les gens travaillent jusqu'à 75 ans, quelque chose comme ça, dans la vieille Europe. Enfin, évidemment, quand on se polarise sur un seul paramètre pour régler tous les problèmes, les solutions deviennent extravagantes et les seules solutions réalistes sont celles qui manipulent plusieurs paramètres, plusieurs leviers. Voilà l'ONU avait d'ailleurs poussé la provocation dans son rapport, je ne reproduis pas ça ici, jusqu'à dessiner les pyramides des âges qui, en 2050 ou en 2025, parce qu'il y a deux horizons qui ont été distingués, dessiner les pyramides des âges en distinguant les migrants cumulés de 95 à 2050 et la population native. Et dans ces images des pyramides, on voit que le noyau de la population migrante représenterait à peu près les 2/3. C'est-à-dire que, en fait, la population native serait recouverte d'un épais manteau 2 fois plus gros qu'elle de migrants. Enfin, ces pyramides étaient tout à fait exceptionnelles, extravagantes, et ont été publiées souvent pour dire, vous voyez, ce que veut faire l'ONU, c'est nous recouvrir, nous submerger de migrants. Voilà, donc, bon, tout ça est impossible parce qu'on ne peut pas imaginer un monde où la pyramide des âges ne vieillirait plus jamais, ni par le haut, ni par le bas. Ça n'existe pas. Et donc la mission de rajeunissement confiée aux migrants est une mission désespérée, d'autant que, alors beaucoup de commentateurs ont insisté là-dessus, mais l'ONU en fait le fait déjà, d'autant que les migrants, si on les introduit, eh bien, vont rester là pour des décennies. Ils sont jeunes au début, mais ils vont vieillir à leur tour. Et comme les migrants vieillissent à leur tour, il faudra introduire de nouveaux migrants jeunes en renfort pour compenser le vieillissement des... Voilà, d'où l'expression de tonneau des Danaïdes utilisée par Henri Léridon. D'autres chercheurs ont parlé de la cavalerie au sens financier du terme. Vous aviez des dettes et pour financer ces dettes, vous faites encore de nouveaux emprunts qu'il va falloir eux-mêmes rembourser. Enfin, il y a un côté d'alimentation spirale, en quelque sorte, sans fin. Donc on s'épuiserait à tirer sans cesse de nouveaux crédits pour rembourser les emprunts antérieurs. Voilà, donc... alors, vivre avec, je vous signale donc les réformes qu'avait envisagées l'ONU à la fin de son rapport, reporter l'âge à la retraite, améliorer les services de santé pour les travailleurs âgés, fort bien, relever le taux d'emploi des seniors, certes, augmenter les cotisations de retraite, tout le monde n'y est pas prêt,
Et puis en 5e position, dans la liste des solutions possibles, accueillir des migrants supplémentaires. Donc c'était introduit comme une solution possible, pas la première des solutions, qui était le report de l'âge de la retraite, mais enfin, ça figurait un peu, et ça a un peu prêté à confusion, parce que d'un côté, on dit que les migrants ne suffisent pas à résoudre le problème des retraites, mais on invoque quand même le fait qu'ils peuvent être utiles, et de fait, ils sont utiles dans ce scénario pour empêcher les baisses de population active, les baisses de population totale. Voilà. Donc, c'est présenté comme l'immigration est présentée comme une solution partielle au vieillissement de la population, mais jamais comme une solution unique. Alors, 3 ans après la sortie du rapport, dans un numéro de la revue Esprit, parce que Joseph Alfred Grimblat a été amené à répondre à des quantités de sollicitations, parfois dans des revues très prestigieuses un peu partout dans le monde. Il a écrit des dizaines d'articles comme ça sur commande. Et là, dans la revue Esprit, où il reprend de façon résumée pédagogique les différents scénarios d'immigration pour une Europe vieillissante, il écrit « Ces chiffres sont évidemment irréalistes et ce scénario est la preuve par l'absurde que l'immigration ne peut en aucun cas éviter le vieillissement de la population. » Donc, preuve par l'absurde, cette expression ne figure pas dans le rapport de l'ONU, elle figure dans ce commentaire de Grimblat 3 ans plus tard. Voilà. Et donc, on rejoint le problème soulevé par Héridon, l'hypothèse de départ. C'est l'hypothèse de départ elle-même qui est déjà absurde. À vouloir abolir le vieillissement, c'est déjà absurde. Et donc, l'exercice est vain. Et du coup, Héridon ne dit pas que l'exercice était faux scientifiquement ou arithmétiquement ou démographiquement. Enfin, il était correct. Mais d'un point de vue pédagogique, il n'avait extrêmement difficile de faire passer un raisonnement par l'absurde auprès des journalistes, et on a vu à quel point les malentendus ont été suscités, et même difficile à le faire passer auprès de chercheurs. Voilà un peu l'état. Alors, je vais revenir donc au cauchemar de Marine Le Pen, ce plan européen de submersion immigratoire qui remonterait aux années 50, et donc je reproduis à nouveau ces deux déclaration. Et le problème était que ces déclarations n'étaient absolument pas en phase avec les événements qu'elle était amenée à commenter. Les événements, c'était l'afflux de réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan et secondairement de la Corne de l'Afrique, à la suite donc des guerres civiles et des guerres d'initiative occidentale. Et on savait en plus que beaucoup de ces migrants avaient séjourné dans les camps gérés par le Haut Commissariat des Nations Unies sur le territoire turc, que l'ONU aurait voulu retenir ces migrants en Turquie, mais ne recevait pas suffisamment d'aide, de moyens, et les subventions accordées par les donneurs internationaux, nationaux, privés n'étaient pas suffisantes, malgré tous les appels. Donc en fait, l'ONU voulait retenir ces migrants dans les camps qu'elle avait aménagés à la frontière turque. Elle ne souhaitait pas du tout que ces migrants aillent frapper à la porte de l'Europe. Mais voilà, comme les fonds étaient insuffisants, la survie dans les camps était de plus en plus difficile, et donc de nombreux réfugiés ont décidé, il y a eu un effet de goutte qui a fait déborder le vase, à un beau moment, décidé de gagner la Grèce, d'emprunter la route des Balkans pour tenter leur chance en Autriche ou en Allemagne. Et on se souvient de la déclaration d'Angela Merkel, donc fin août 2015, annonçant que son pays, qui était déjà très exposé à la pression, parce que j'ai montré qu'en réalité, elle fait son discours à mi-parcours, l'Allemagne avait déjà commencé à recevoir beaucoup de demandeurs d'asile, elle annonce à mi-parcours qu'on pourra aller jusqu'à 800 000, c'est-à-dire à 1% de la population allemande. Cette annonce spectaculaire a pris de court tous les dirigeants européens, ce n'était pas du tout une initiative européenne, encore moins une initiative de l'ONU, donc on était très très loin d'un plan concerté de l'Europe. Est-ce que Marine Le Pen pouvait ignorer tout ce que je viens de vous dire? C'était vraiment très étrange d'accuser l'ONU d'avoir déclenché les départs des migrants syriens, alors que la HCR avait multiplié les appels pour les garder dans les camps de fortune installés près de la Syrie. Et puis, tout aussi étrange était l'argument de Marine Le Pen imputant la pression migratoire subie par l'Europe à partir de 2015 à une politique remontant aux années 50. C'est une étrange chronologie. Entre la cause et les faits, il y a donc 65 ans d'écart. C'est quand même une forme de causalité étrange. Le traité de Rome n'avait été signé a été validé, il a été signé plus tôt, n'était vraiment entré en vigueur qu'en 1957. Il prévoyait la libre circulation des travailleurs pour l'essentiel italien à l'époque, mais il ne disait absolument rien
des autres migrants, notamment des migrants non européens. Ce n'était pas du tout dans le projet initial de l'Europe. Et en plus, la décolonisation qui va effectivement alimenter les migrants du Sud qui préoccupent Marine Le Pen, la décolonisation en 1950, dans les années 50, avait à peine commencé. N'était pas vraiment commencé comme vous le savez. Donc ce plan européen que Marine Le Pen datait des années 50 était parfaitement anachronique et imaginaire. Ces déclarations ne reposaient pas du tout sur une analyse des données présentes, pas non plus sur une étude historique. Donc ça traduisait simplement la hantise du complot migratoire ravivée à l'occasion de la crise syrienne. Mais vous voyez, la connexion n'est pas plus forte que ça. Donc j'ai pu remonter la filière de ces propos et alors j'ai retrouvé en 2002 la forte déclaration de Jean-Marie Le Pen sur le rapport des Nations Unies. L'ONU prévoit une érosion démographique qu'elle projette de combler par l'importation de milliers d'individus du reste du monde. Vous voyez, qui projette de combler. D'ici 2020, l'Europe devrait accueillir plus de 150 millions d'immigrés et la France près de 20 millions. Puisque désormais l'Europe ne voit plus sa population croître par accroissement naturel, les eurocrates, on retrouve la formule, les eurocrates veulent substituer l'immigration à la population manquante. Pour maintenir le nombre des actifs dans la seule Union européenne, il faudra, dit le rapport, accueillir 150 millions de personnes au total. Et alors évidemment, circonstance fortement atténuante pour Jean-Marie Le Pen, il a lu les manchettes des journaux. Il a lu les titres du Monde, de Libération, etc. Et il n'a pas inventé les 159 millions qui figuraient en toutes lettres dans certains de ses titres. C'est quand même, je tiens à le dire pour qu'on ne m'accuse pas de reporter la charge de la faute sur lui seul. Et ces 159 millions, je le répète, parce que des journalistes de France 2 m'avaient longuement interrogé puis avaient conclu que finalement j'avais tiré ce chiffre de ma poche parce que je n'arrivais pas à retrouver ça dans le rapport, mais Alfred Joseph Grimblatt m'a bien expliqué. 159 millions, c'était dans le calcul de coin de table qui a été dévoilé au New York Times en janvier 2000, mais ensuite, quand on a fait des calculs plus précis, avec toute une équipe, enfin bon, on ne retrouvait plus ce chiffre, on retrouvait d'autres chiffres, mais Jean-Marie Le Pen retient les premiers chiffres qui ont été éventés par les grands quotidiens nationaux et internationaux dès janvier. Et là, il continue. Alors, c'est une déclaration qu'on peut trouver sur le site du Front National et qui a été repris dans... Vous voyez, je lis absolument tout. Ça a été repris dans le programme du Front National de 2002, qui est un long programme très, très détaillé, un des programmes les plus détaillés que le Front National ait jamais publié. Alors que la France est déjà largement en passe d'être submergée par ses propres défaillances en la matière, 2 rapports de l'ONU, janvier et mars 2000, donc il s'agit en fait de la préannonce et du vrai rapport, prescrivent l'installation sur son sol de 1,7 million d'étrangers par an jusqu'en 2050 pour régler le problème des retraites. Étrange sollicitude et solutions proprement délirantes. Alors ça, c'est le jugement de folie. Pour attaquer l'adversaire, on dit qu'il est fou. Ça, c'est un procédé qui est très très souvent utilisé par le Front National, mais qui est en réalité un procédé rhétorique très souvent utilisé. On trouve quelque chose d'extravagant, n'a aucun sens, est délirant, etc. C'est très difficile de raisonner en se disant « je ne vais jamais employer le jugement de folie ». On a toujours tendance à vouloir exclure l'adversaire du domaine de la raison et à faire en sorte qu'on ne puisse même plus discuter avec lui puisqu'il n'est plus dans la raison. Bon. Donc là, Jean-Marie Le Pen utilise un procédé qui est en fait assez courant. Étrange sollicitude et solutions proprement délirantes dont le seul intérêt est de légitimer sous prétexte de projection des mots économiques. Et donc là, il comprend encore que ce sont des projections des mots économiques. Mais ça n'est déjà plus qu'un prétexte. Sous prétexte donc de légitimer, dans le seul intérêt de légitimer la poursuite d'une immigration débouchant sur la submersion pure et simple des Français de souche et la disparition de la France. Vous voyez, quand le Front National dit « nous, on n'est pas adeptes de la théorie du remplacement », enfin, la disparition de la France, c'est très clair, c'est un synonyme très clair, dont pas un seul des gouvernants n'a réagi à ces fadaises criminelles. Donc, vous voyez, vocabulaire, les projections, c'est des prescriptions, tout ça, c'est fou. Il y a la submersion, la disparition, les fadaises criminelles sont des accusations extrêmement fortes, c'est un langage extrêmement violent. Tout ça à l'encontre du rapport rédigé par mon pauvre ami Joseph Alfred Grimblatt,
qui a été très meurtri par ce genre d'accusation, parce qu'il était à 100 lieues d'imaginer qu'on pouvait lui reprocher de vouloir détruire la France, lui qui aime beaucoup notre pays. Mais bon, vous me direz, c'est un très faible argument de ma part par rapport à la dénonciation d'un complot international. Voilà. Et il y a également, alors dans la suite du même texte, il y a quelque chose d'assez intéressant, ça c'est typique de la pensée complotiste. Dans le même moment, il y avait eu quelques réformes de la politique familiale. Je crois que notamment certaines allocations avaient été mises sous condition de ressources, ce qui n'était pas auparavant, enfin bref. Et donc Jean-Marie Le Pen va établir un rapport entre le projet de l'ONU et les réformes qui sont faites en France sur certaines prestations de la politique familiale. Ce n'est pas par hasard que les deux coïncident. Ce n'est pas par hasard. La politique antifamiliale poursuivie depuis 3 décennies a un objectif inavoué mais délibéré. Donc ça, c'est le complot. C'est voulu mais c'est caché. Et donc le rôle du politique, c'est de dévoiler l'intérêt caché, c'est de dévoiler le plan caché. La volonté de faire disparaître la France en limitant le nombre de Français à naître, tout en appelant sur notre sol un nombre croissant de ressortissants immigrés. Selon les projections, entre guillemets, on met ça à distance, de la division de la population de l'ONU, il conviendrait que la France accueille, d'ici 2050, 1,7 million d'immigrés supplémentaires par an, soit 34 millions au total, au motif d'équilibrer ces régimes de retraite. La date des mesures hostiles à la famille et favorables à l'immigration de masse coïncide trop depuis 30 ans pour que cela soit seulement l'effet du hasard. Donc vous voyez la façon dont sont raboutées des séries causales ou différentes. On s'en prend à la politique familiale de la France pour pouvoir accueillir des migrants. C'est la espèce de causalité finale qui est affirmée. Ce qui est intéressant dans le discours de Mme Le Pen, ce qu'elle a fait en 2015, c'est que finalement, elle accumule une série d'erreurs assez impressionnantes. Elle prend la projection pour un projet, elle prend l'hypothèse irréelle contrefactuelle, enfin du dernier scénario, pour quelque chose de concret qui serait vraiment planifié. L'ONU parlant de l'Europe, ce qui était encore le cas tout à fait au début, ça devient l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui planifie tout ça, ça n'est plus l'ONU parlant des pays européens. Et puis, pourquoi parle-t-elle d'un plan ourdi depuis les années 2050 ? Tout simplement parce qu'elle a lu trop rapidement ses notes et qu'elle a transformé l'horizon 2050 en un plan des années 1950. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autre explication possible à cette inversion de la flèche du temps. Et donc, du coup, on a en quelques phrases le cumul d'une erreur d'action, d'une erreur de statut, on peut dire, d'une erreur d'acteur et d'une erreur de temps. Ça fait beaucoup. Et je trouve que, alors j'avais déjà fait une première analyse de ça dans mon livre, mais je pense qu'on devrait enseigner ce cas d'école dans les écoles de journalisme. C'est assez intéressant parce qu'on fait beaucoup de fact-checking actuellement, et ce qui est fascinant, c'est de voir quand on suit les déclarations pendant 15 ans, ça a duré 15 ans, de 2000 à 2015, le discours est transmis de père en fille, il se déforme peu à peu, et les 4 erreurs vont finir par s'accumuler jusqu'à donner ce résultat étrange d'une politique décidée dans les années 50 par l'Union européenne pour envahir l'Europe, réaliser un projet d'invasion migratoire. Alors, je voudrais dire que il faut bien situer ce modèle du complot par rapport à d'autres modèles tout aussi imaginaires, mais qui reposent sur d'autres principes. Il arrive parfois que ces deux modèles se mélangent, mais je crois qu'il faut bien comprendre intellectuellement et conceptuellement qu'en réalité, ils relèvent de deux logiques différentes. Mais il peut arriver qu'un intervenant dans le débat public utilise tour à tour les deux arguments sans se rendre compte qu'en réalité, ils sont contradictoires. Alors, le modèle du complot que l'on vient d'étudier, d'analyser, il y a l'idée que tout ça évolue, il y a une volonté, c'est intentionnel, ce n'est pas par hasard, enfin, toutes ces choses-là. Vous savez, la définition du hasard par Aristote, c'est la tuile qui tombe du toit et qui vous frappe. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de Ben-Hur. Le général romain passe dans la rue et puis on regarde depuis les balcons, depuis le toit, et puis quelqu'un fait tomber un peu par hasard une tuile.
c'est le futur Bénur, et ce qui tombe sur la tête du général, ça y est, c'était pas par hasard que la tuile est tombée. Les tuiles, hein, au sens des accidents fâcheux, les tuiles vous tombent sur la tête, mais dans le système complotiste, c'est pas des tuiles, c'est voulu. Et donc, comme dans Bénur, le général est persuadé qu'on a voulu attenter à sa vie. Hein. Eh bien, le modèle du complot analyse les tuiles à la façon de Bénur, voilà, à la façon du film Bénur. Il y a un agent supranational. L'idée, c'est qu'évidemment, pour expliquer les déplacements de population d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une civilisation à l'autre, eh bien, il faut forcément qu'il y ait un agent suffisamment puissant pour drainer tous ces mouvements. Et donc, ça peut être qu'un agent supranational. Il n'y en a pas 36. L'ONU est à peu près le seul, ou une agence de l'ONU, l'Union européenne et son complice, mais il y a bien cette idée-là. L'objectif occulte, qui est régulièrement dévoilé dans ces théories du complot, c'est qu'en réalité, les agents du complot, toutes ces entités qui ourdissent ce complot, veulent abolir les identités nationales, haïssent la nation. Alors le thème de haïr la nation, haïr la République, etc., bon, c'est un thème, vous savez, c'est aujourd'hui assez facile, hein, quand on veut se débarrasser d'un adversaire, on explique qu'il a en haine la République. Et si les Français qui pratiquent la haine de soi, puisqu'un Français haïssant la République, c'est vraiment... voilà. Donc là, il y a l'idée qu'il y a un plan pour abolir les identités nationales en faveur d'un monde cosmopolite, d'un marché globalisé. On trouve cette idée chez les gens intellectuels de haut niveau. Je me rappelle que Jacques Dupaquier, dans une revue d'histoire, vers la fin de sa vie, a fait une longue interview pour expliquer son parcours, donc historien des populations, directeur d'études à l'EHESS, retraité, et il explique que l'ONU, j'aurais pu citer, j'aurais dû citer, que l'ONU vise à remplacer les nations par un monde cosmopolite. Il a tout à fait cette idée-là. En termes de logique, on appelle ce genre de raisonnement le raisonnement par abduction. C'est une notion qui a été inventée au début des années 1900 par Peirce, P-E-I-R-C-E, un philosophe, un logicien très important, dont la grande spécialiste française n'est autre que Claudine Tiercelin, qui est actuellement professeure au Collège de France, je vous le signale, qui est la personne qui a introduit les idées de Peirce et les a commentées de façon extrêmement puissante. Et donc, le raisonnement par abduction, ça n'est ni l'induction ni la déduction, ça n'est pas une remontée du particulier au général ou une descente du général au particulier. C'est l'idée, non, il y a une série de mystères qui m'échappent, une série de choses un peu étranges qui se passent. Quelle serait la cause commune qui pourrait d'un coup expliquer de la façon la plus économique l'ensemble de tous ces faits mystérieux? Et donc, il y a un agent unique, n'est-ce pas? Et là, dans les polémiques, très souvent, la polémique consiste à unifier l'adversaire. Satan est né de ça. Hein. Il y a derrière tout ce qui se passe de mal dans le monde, il y a Satan. Bon. Mais ou derrière tout ce qui se passe de mal dans la France, il y a la gauche intellectuelle, ce genre d'unification-là, ou la droite fasciste. Enfin, mais alors que quand vous regardez dans le détail, tous ces gens-là sont complètement divisés, sont des mouvances complexes, mais ça fait partie d'une des stratégies les plus fortes et les plus anciennes, en même temps les plus ancrées, de dire, mais derrière tous ces faits un peu mystérieux, ces choses qui m'échappent, qui me contredisent, enfin, qui me contrarient, il y a une cause commune, il y a voilà. Mais ça peut être en bien ou en mal. Dieu est une espèce de cause commune aussi. Voilà. Et donc, on appelle ça le raisonnement par abduction. Le problème du raisonnement par abduction, je vous le signale, c'est qu'il est très utilisé dans les sciences, dans la phase de découverte de la science. Et Claudine Tiercelin, d'ailleurs, fait cette interprétation-là, alors que Marc Angenot, spécialiste de la rhétorique, A-N-G-E-N-O-T, évoque lui aussi le raisonnement par abduction, mais pour dire que le raisonnement par abduction, c'est le raisonnement complotiste. Claudine Tiercelin explique que le raisonnement par abduction, c'est un raisonnement qui permet des découvertes. On voit des choses étranges, on se dit, tiens, il y a peut-être ça derrière. Bon. Mais, ce sur quoi évidemment insiste Claudine Tiercelin, c'est qu'ensuite vient la phase de la vérification. Il faut vérifier les chaînes de causalité, il faut faire des tests pour vérifier que telle cause dans l'absence de telle autre agit bel et bien, etc. Et le problème de la version complotiste du raisonnement par abduction, c'est qu'on ne fait jamais de vérification ou de test empirique permettant de... Voilà. Et du coup, quand vous détachez une cause unique derrière tous ces mystères,
ça produit des effets de lucidité qui impressionnent. De la même façon, si vous dites, par exemple, derrière tout ça, il y a la CIA. Alors c'est formidable parce que, oui, vous arrivez du coup à déceler des complots qui effectivement étaient menés par la CIA. Ça existe, il y en a eu. Mais vous pouvez aussi déceler des complots qui n'ont jamais été ourdis par la CIA. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de méthode pour distinguer les deux. C'est un peu le problème aussi de la sociologie de Pierre Bourdieu, puisque la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est essentiellement le dévoilement d'intérêts cachés. Donc on trouve de l'intérêt, y compris dans les activités les plus désintéressées, la religion, l'art, la philosophie, que sais-je, etc. Mais donc, effet de lucidité énorme, vous voyez l'intérêt là où personne ne l'avait vu. La Rochefoucauld déjà faisait ça, les moralistes du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle déjà faisaient ça. Mais quelle est la méthode qui permet de faire la différence entre la vraie découverte de l'intérêt caché et la fausse découverte, entre les faux négatifs, les vrais positifs, les faux positifs. Enfin, vous voyez un peu tout ce... C'est là que souvent le bas blesse et il faut effectuer effectivement des vérifications. Alors, face au modèle du complot, je représente les fameux modèles gravitaires ou gravitationnels, comme on dit en anglais, qui sont des modèles en quelque sorte d'équilibre naturel. Et ce sont des images contre lesquelles je vous ai mis en garde, qui consistent à croire que, eh bien, tout naturellement, les flux migratoires ne s'expliquent pas par des complots, par des agents universels qui tiendraient des ficelles, mais par un mécanisme naturel, une sorte de déterminisme inscrit dans les choses, inscrit dans la nature des choses. Et du coup, c'est très souvent formulé sous la forme de métaphores qui ont l'air extrêmement, qui s'imposent par leur évidence, le déversement du trop-plein vers les déserts démographiques, et je cite les principales variantes: déplacement des pays les plus pauvres aux plus riches, déplacement des pays surpeuplés vers les pays sous-développés, et l'émigration climatique, c'est largement une variante de l'idée qu'il y a des mécanismes naturels qui vont expliquer, déclencher des mouvements migratoires considérables. Le problème, c'est que l'ampleur de ces migrations, la question de savoir si c'est vraiment des migrations internationales et pas simplement des déplacements à l'intérieur du même pays, est pour l'instant très, très problématique. Et donc là, on fait de l'induction ou la déduction, et c'est d'allure scientifique, vous voyez, mais c'est d'une toute autre logique, ça repose sur une autre logique que le modèle du complot. Mais on peut trouver, si on analyse les discours du Front National, l'idée qu'il y a des appels d'air, il y a des choses déterministes, mais qui en même temps sont voulues ou sont accompagnées ou sont encouragées par des agents occultes. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, je vais donner quelques exemples de dénonciations complotistes de l'ONU qu'on trouve à foison sur les sites d'extrême droite. Je m'excuse de faire de la... Je vous prie de m'excuser de devoir faire de la publicité pour tel ou tel d'entre eux. Par exemple, là, on voit un certain Camille Gallic. Gallic, c'est évidemment un pseudonyme pour insister sur l'origine bien gauloise de l'intéressé. L'ONU derrière le grand remplacement. Vous voyez, tout est dit dans ce derrière. Il impute à l'ONU la crise migratoire de 2015 et il y a une petite anthologie de formules qu'on trouve dans ce genre de texte, l'ONU contre l'Europe. Alors c'est des intertitres ou des formules, les oukases de l'ONU. Les envahisseurs, requalifiés migrants par les orfèvres de la novlangue, assiègent l'Europe. Les désirs de l'ONU sont des ordres, tant pour nos gouvernements successifs que pour l'exécutif européen, tous asservis au nouvel ordre mondial. Vous voyez ce genre de formule. Et puis à la fin, et là c'est terrible, en guise d'étrenne à la vieille Europe, la division de la population de l'Assemblée new-yorkaise, elle est new-yorkaise, elle n'est pas internationale, lui avait offert le 1er janvier 2000 un rapport auquel avait participé le démographe français Joseph Alfred Grimblatt, et là on livre en pâture le nom du chercheur, parce que Grimblatt lui-même va en parler. Il a un nom juif et ceci, il suffit de prononcer son nom pour que les interlocuteurs comprennent de quoi il est question. Ça, c'est un système enfin, on n'a pas besoin de dire les choses clairement, il suffit de jeter les noms et tout le monde comprend de qui il s'agit. Donc le démographe français Joseph Alfred Grimblatt, l'avisant que compte tenu de sa démographie faiblarde, il aurait besoin de près de 160 millions de travailleurs immigrés de plus d'ici à 2025. Et je vais vous donner plusieurs exemples, 3 exemples de redécouvertes périodiques du rapport de l'ONU dans les dernières années.
J'aurais pu prendre des années plus anciennes, mais je vais me contenter de prendre des exemples dans les dernières années. Philippe de Villiers, alors Philippe de Villiers, donc ancien candidat à la présidence de la République, il a obtenu quelques pourcents des voix, donc très accroché à sa Vendée natale, président d'un parti qui aujourd'hui a quasiment disparu, écrit toute une série d'essais, notamment contre l'islam, et l'un des derniers s'intitulait « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Ça a été un best-seller. À la suite de l'immigration de masse organisée par 2 générations d'hommes politiques, nous sommes aujourd'hui devant une conquête et même une colonisation. Ça, c'est le thème de la colonisation à rebours classique. Je montre dans mon livre que cette colonisation n'est pas arrivée par hasard, mais qu'elle s'est réalisée à partir du plan secret des élites. Le plan de secret des élites, c'est le titre d'un des chapitres de son bouquin. Ce plan repose sur une instruction des Nations Unies, elle-même à la solde des firmes A nationales, constamment à l'affût d'une main-d'œuvre bon marché. Il porte un nom, Replacement Migration, et décrit un scénario pour la France qui prévoit l'entrée de 16 millions de migrants de 2020 à 2040, soit 800 000 personnes par an. Donc, vous voyez, tout ce vocabulaire complotiste très clair, c'est pas par hasard, le plan secret, etc. Et il y a aussi des intérêts cachés. L'ONU est à la solde des firmes multinationales, ou A-nationales. Un deuxième exemple, alors qui n'est pas sur le même registre, je ne les mets pas sur le même niveau, mais qui est toujours la redécouverte sans cesse du rapport de l'ONU. En août 2019, Guillaume Larrivé, député qui vient de déclarer sa candidature à la présidence du Parti républicain et qui va échouer, mais qui va essayer de conquérir le parti à partir de son aile droite sur un programme très dur, annonce qu'il a fait une découverte. Cet été, j'ai lu une étude de l'ONU qui envisage, face à la faiblesse démographique de la France, un scénario que l'ONU elle-même appelle l'immigration de remplacement. Ce sont les termes exacts de cette étude de l'ONU. L'ONU a une étude qui évoque un scénario d'immigration de remplacement. Je pose la question, est-ce que nous, Français, nous assumons une immigration de remplacement? Ma réponse, et je voudrais que ce soit la réponse des Républicains de manière très claire, c'est de dire non, nous ne souhaitons pas ce scénario. Fin de citation. Donc, c'est une déclaration sur Twitter qui date de la fin août 2019. Alors, un troisième exemple, ce n'est pas la déclaration elle-même de la personne, mais c'est la réaction qu'elle a suscitée. Enfin, c'est l'ensemble formé par les tours. En novembre 2019, Jean-Paul Delevoye, qui était encore haut-commissaire aux retraites à l'époque, s'exprime devant des collégiens, donc des jeunes, et où il essaie de leur expliquer la réforme des retraites. Et puis à un moment, il lâche cette formule. La démographie européenne et son vieillissement font que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, il faudra 50 millions de populations étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. Alors là, vous voyez qu'il ne fait pas allusion au 6e scénario, il fait allusion en fait au 4e scénario, qui est un scénario tout à fait normal, puisque à l'échelle de l'Europe, les 530 millions d'habitants qui en accueillent 50 sur toute la période en question, c'est pas grand-chose. C'est 10% répartis sur plusieurs décennies. Mais ces chiffres, 50 millions, là, c'est tout de suite 50 millions, au lieu d'être répartis dans le temps, et ça provoque plusieurs réactions, je n'en ai cité que 2. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, Jean-Paul Delevoye dévoile enfin ses cartes. Le gouvernement préfère encourager l'immigration plutôt que la natalité pour financer nos retraites. Donc, vous voyez, c'est un argument tout à fait équivalent à celui que j'avais cité dans la bouche sous la plume du Front National. Pour ces gens, dit le vice-président du Rassemblement national, les peuples ne sont bons qu'à bosser plus pour gagner moins et à se déverser d'un continent à l'autre selon ce qu'indiqueront leurs tableaux Excel. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est en fait une allusion finalement au modèle gravitaire qu'on peut... mais en même temps, il est encouragé ou approuvé par ces gens, ces technocrates pour qui tout le monde est interchangeable et qui ne font que des calculs. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas de désinformation dans ce bas monde, ça existe, mais il faut voir à quelles conditions et comment. Et je vous signale qu'il y a un très très bon dictionnaire de la désinformation, publié en 2011, absolument passionnant à lire, de François Géret, qui est un spécialiste de la question, paru chez Armand Collin, donc dictionnaire de la désinformation. Alors passons maintenant au récit de Joseph Alfred Grimblatt
et j'ai encore devant moi 35 minutes pour donc terminer ce cours, et je vais directement vous lire le récit assez étonnant de Grimblat, qui, vous verrez, est assez savoureux. C'est donc le chapitre « Histoire des migrations de remplacement » qui fait partie de l'autobiographie de Joseph Alfred Grimblat, qu'on appelait Geoffrey de Grimblat. En décembre 1999, j'étais le chef de la section des études de migration à la division de la population des Nations Unies. Et avec mon directeur, Joseph Chamy, nous discutions depuis quelque temps, par pure curiosité intellectuelle, du nombre d'immigrants qui serait nécessaire pour compenser la faiblesse des taux de natalité dans les pays européens. Ayant fait quelques calculs grossiers suivant plusieurs scénarios, je lui ai envoyé un jour un courriel qui récapitulait les différents résultats. Donc, vous voyez, initiative de la base. Le dimanche 2 janvier 2000, quelle ne fut pas ma surprise, en ouvrant le New York Times, de découvrir en première page de la rubrique « Les idées de la semaine » un article de Barbara Crossett intitulé « L'Europe face à un avenir fait d'immigrants, Europe stares at a future built by immigrants ». L'article citait mon directeur et mentionnait les données que je lui avais envoyées en précisant qu'il s'agissait des données d'un rapport des Nations Unies à paraître dans l'année. Le lendemain, je cours à son bureau lui demander des explications. Non sans embarras, il m'apprend que le jour où il avait reçu mon courriel, il avait déjeuné avec Mme Crossett, la correspondante du New York Times aux Nations Unies, et il lui avait donné une copie de mon courriel. Elle avait rédigé un article quelques jours plus tard, mais le rédacteur en chef, jugeant qu'il n'était pas assez intéressant pour être publié le jour même, l'avait mis au tiroir. Parce que là, j'interromps ma citation, parce qu'en fait, il considérait que le problème des retraites, le problème européen des retraites, ce n'était pas très passionnant pour un lecteur américain. C'était un peu ça l'idée. Le jour du Nouvel An, les nouvelles étaient rares, et le rédacteur en chef était en congé. Son remplaçant découvrit l'article dans un tiroir, il décida de le publier. Un peu plus tard, dans la matinée du 3 janvier, la correspondante du Monde, Afsaneh Bachirpour, vint nous voir à la division. Elle passa plusieurs heures avec Joseph Chamy et moi sur la question de la migration. Joe lui expliqua que les données venaient d'un pré-rapport préparé par la division de la population. Le 5 janvier, la première page du Monde titrait « Selon les Nations Unies, l'Europe aurait besoin de 159 millions d'immigrés d'ici à 2025 ». Le Monde est en vente à Paris vers 14h, soit 8h du matin à New York. Dès notre arrivée au bureau à 9h, nous fûmes assaillis de sollicitations émanant de la presse française puis de la presse européenne. Dès que j'ai découvert le titre du Monde, j'appelais Afsaneh, donc la journaliste, pour protester. Enfin, ce titre était à l'opposé de ce que nous avions dit. À nos yeux, le scénario en question était parfaitement irréaliste et ne se réaliserait jamais, comme elle l'indiquait correctement dans le corps de l'article. Elle était même furieuse de ce titre qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait écrit. La décision a été prise par la personne en charge de l'édition, mais la plupart des lecteurs s'étaient arrêtés au titre sans entrer dans le corps de l'article. Les 2 semaines suivantes, mon directeur et moi n'eûmes guère le temps de nous consacrer à notre travail, tant nous étions absorbés par les journalistes. J'ai moi-même donné 24 interviews du 3 au 13 janvier, dont 2 à la télévision française et 2 autres à une radio française et une radio suisse. Les questions venaient pour la plupart de la presse européenne, mais il y en eut aussi du Japon et du Chili. Et dans le mois qui a suivi, donc février 2000, j'ai encore donné 31 interviews à divers journaux, radios et télévisions, et Joe Chamy, qui aimait la publicité plus que moi, était encore davantage sollicité. Pendant ce temps, en France, des hauts fonctionnaires qui avaient découvert l'article du Monde étaient fort mécontents d'apprendre que leur gouvernement n'avait pas été tenu au courant de ce rapport sur les migrations. Le ministre des Affaires étrangères, c'est Hubert Védrine à l'époque, appela le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pour s'en plaindre. Mais le secrétariat général ignorait totalement de quoi il s'agissait et appela le sous-secrétaire général aux affaires économiques et sociales pour se plaindre d'avoir jamais été informé d'un tel rapport. Ce dernier appela à son tour Joe Chamy, mon directeur, qui fit irruption dans mon bureau pour me dire que nous avions un gros problème. Il nous fallait sortir le plus vite possible un rapport détaillé que le monde entier attendait. Il ne se voyait vraiment pas annoncer que le rapport en préparation n'existait pas. Vous voyez qu'on est totalement à l'inverse du complot ourdi par les plus hautes autorités de l'ONU.
On me confia la charge d'entreprendre la rédaction d'un rapport couvrant en détail les 6 scénarios que j'avais esquissés et de les appliquer à 8 pays ainsi qu'à 2 entités, l'Union européenne et le continent européen, et ce jusqu'en 2050, parce que ces calculs de coin de table qui avaient produit les 159 millions, c'était jusqu'en 2025. Et c'est aussi une des raisons de la non-coïncidence des chiffres entre la préannonce et le rapport. Et Grimblat poursuit son récit. 10 de mes collègues, y compris les autres chefs de section, furent sommés d'interrompre leurs activités en cours pour se partager les calculs sur mes instructions. Je devais les superviser et coordonner l'ensemble. J'eus l'idée d'appeler migration de remplacement, les migrations qui étaient nécessaires pour compenser le déficit des naissances dû à la baisse de la fécondité en Europe. Alors, il évoque rapidement les 6 scénarios, je ne vais pas y revenir. C'est ce 6e et dernier scénario qui aurait nécessité 159 millions d'immigrants. Vous voyez, les 159 cités par les Le Pen, ils sont bien là. Et un scénario dont nous disions qu'il était totalement irréaliste et n'adviendrait jamais. Il nous fallut environ 1 mois pour effectuer les calculs, 1 mois de plus pour achever le rapport. Compte tenu des lenteurs bureaucratiques de l'imprimerie de l'ONU, on nous accorda un financement pour l'impression à l'extérieur et le rapport parut le 21 mars 2000. Ce fut le plus rapide de tous les rapports de cette dimension jamais produits par notre division. Les conséquences du rapport, c'est le sous-titre donné par Grimblat à la section suivante. Désormais disponible, le rapport complet gagna encore en notoriété à travers le monde et je donnai une nouvelle série d'interviews. On me demanda de rédiger des articles sur la migration de remplacement dans diverses publications, dont certaines fort prestigieuses, et cela dura des années encore jusqu'en 2009. Au-delà en fait de sa retraite, puisqu'il a pris sa retraite en 2004-2005, quelque chose comme ça. Le rapport fut cité ou commenté partout dans le monde dans des centaines d'articles jusqu'à nos jours. Et j'ai vu la revue de presse des Nations Unies, c'est une revue de presse mondiale, sur l'écho de cette publication. Le hasard voulut qu'une conférence internationale sur la migration fût organisée par l'UNESCO dans la première semaine de juin 2000 sous la présidence d'Elie Wiesel. On m'y invita. Les organisateurs me louèrent une chambre dans un 4 étoiles parisien proche de Saint-Germain. Avant de quitter New York, j'ai reçu un message comme quoi le ministre français de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, voulait me voir pour discuter des migrations en France à l'occasion de mon voyage, de ma venue à Paris. Je répondis, ce qui était exact, que mon agenda était totalement saturé, et du coup, son chef de cabinet se rendit un matin à mon hôtel pour discuter la question pendant que je prenais mon petit déjeuner. L'année suivante, je fus invité en France par un service du Premier ministre, c'était en fait le commissariat au plan, à un séminaire réunissant les représentants de tous les ministères ayant traité de l'immigration. On me demanda d'arbitrer entre eux sur la question des statistiques migratoires. Et j'appris enfin que l'Allemagne et le Japon avaient modifié leur politique migratoire à la suite de la publication des Nations Unies sur l'immigration de remplacement. Et il termine sur un dernier chapitre que je vais complètement abréger, conséquences inattendues. Désormais célèbre, j'étais devenu aussi un scélérat. Alors c'est moi qui fais ce jeu de mots que j'essaie de trouver en français. I had not only become famous, I had also become infamous. Pas seulement fameux, mais infâme. Donc je n'étais pas seulement célèbre, j'étais devenu aussi un scélérat, c'est comme ça que je le traduis. Mon nom étant désormais publié dans les journaux et les magazines, la migration devint une affaire juive. On trouvera ci-après des extraits d'articles publiés à ce sujet par des groupes d'extrême droite, et il cite une série de publications, bon, pas facile à retrouver aujourd'hui, qui mettent en cause, par exemple le National Journal, qui met en cause Grimblat et d'autres juifs haut placés aux Nations Unies, coupables d'avoir décidé d'attirer 159 millions d'étrangers racialement incompatibles au cœur de l'Europe aryenne. Donc vous voyez, il y a toute une littérature de genre, évidemment, ce sont des groupes très, très mineurs. Voici donc le récit extrêmement intéressant de Grimblat. Et du coup, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est cette genèse, enfin, d'où vient cette idée d'immigration de remplacement qui finalement vient de sa formation de démographe, une espèce de conversation comme ça, pour le pur plaisir, n'est-ce pas, de la connaissance. Alors là, il faut quand même que j'explique un peu de quoi il s'agit. L'exercice... n'est-ce pas, pour le profane, la démographie tente à se réduire à des opérations de comptage. Mais pour les professionnels, la démographie, c'est d'abord l'art de lier en réseau toute une série de variables. Fécondité, espérance de vie, taux d'accroissement,
les intervalles entre naissances, le taux de reproduction des générations, le sol migratoire. Tout ceci est lié par des liens mathématiques, et au point que cette cohérence mathématique des différentes données démographiques permet, quand on est dans un pays où les sources sont manquantes, ou bien quand on travaille sur des périodes historiques où on n'a pas autant de sources qu'aujourd'hui, permet de reconstituer des données manquantes. Donc la modélisation des rapports entre les grandeurs démographiques a été d'ailleurs, l'absence de données fiables, l'imperfection des données a été une grande source d'inspiration pour les démographes qui ont fait la démographie mathématique sur les réseaux de variables. Et là, je vous cite une série, la liste est complètement incomplète, une série de grands noms de la modélisation démographique. Lotka, c'est dans les années 30, c'est le grand modélisateur de la démographie mathématique. Et j'ai souligné les chercheurs de l'INED, Louis Henry, Sully Lederman, Roland Pressa, Daniel Courgeot. On pourrait citer plus tardivement Hervé Lebras, évidemment Henri Léridon, Didier Blanchet. Bon, chaque génération de démographes français a sa part de modélisateurs, souvent des polytechniciens, souvent avec des compétences statistiques de très très haut niveau. Et donc, pour Or Grimblat, c'est un élève de l'ENSAE, l'École nationale de la statistique. Il était d'un très très haut niveau statistique, et il était au point qu'il était la personne qu'on consultait chaque fois qu'on avait un problème statistique au sein de la division. Moi, j'ai pu le constater. Et il avait une compétence statistique supérieure à celle de son supérieur, qui lui percevait l'intérêt des données statistiques et des données de modélisation, mais en percevait l'intérêt pour le public, mais n'était pas capable de les conduire de la même façon que Geoffrey de Grimblat. Donc, quand on est habitué à modéliser l'évolution d'une pyramide des âges en jouant librement sur les divers paramètres, eh bien, il est très aisé d'imaginer qu'un paramètre puisse en partie compenser l'autre. Ça fait partie du raisonnement absolument normal d'un démographe qui essaie de modéliser l'évolution des populations. Et les migrations de remplacement ne sont qu'un exemple. Il y a aussi des naissances de remplacement. Il y a des années de survie susceptibles de remplacer les morts prématurées ou de compenser le déficit des naissances, etc., etc. Et donc, si les populations vieillissent, c'est par une combinaison de facteurs qu'on peut démêler et peser séparément. Et leur combinatoire forme un abac des possibles, une combinatoire des possibles qu'un bon professionnel est capable de délimiter. Voilà, donc, oui, nulle trace d'un complot onusien dans cette affaire, dans la prise de décision, mais des compétences de modélisation qui sont absolument normales. Et il m'est arrivé d'assister à des discussions entre démographes à l'INED qui avaient ces compétences-là. Et cette espèce de jeu, est-ce que c'est de la science ou du jeu, c'est entre les deux, c'est assez impressionnant de voir la virtuosité avec laquelle ils peuvent imaginer des remplacements de variables par d'autres. Alors, l'exercice de simulation auquel sont livrés les démographes de l'ONU dans leur conversation a des précédents, et des précédents notables. 12 ans plus tôt, j'ai mis en gras les dates, 12 ans plus tôt, donc en 1988, Didier Blanchet, grand démographe de l'INED, mais qui est aujourd'hui à l'INSEE, eh bien, avait déjà testé l'hypothèse d'une migration utilisée pour réguler non pas les effectifs d'une population, mais sa structure par âge. Donc quelque chose qui correspond à la dernière hypothèse de l'ONU. Et il démontrait déjà que cette solution, entre guillemets, aboutissait à une impasse pour au moins deux raisons. D'abord, les jeunes migrants censés rajeunir la pyramide des âges vieillissent à leur tour, il faut sans cesse réalimenter la pyramide avec de jeunes migrants, voilà. Mais aussi et surtout, il insistait dans son article sur le fait que ces migrations de rééquilibrage eh bien, introduisent dans la pyramide des âges des oscillations explosives, c'est l'expression qu'il utilisait, qui rendent le modèle absolument ingérable et irréaliste. Et alors, c'est un article qui est très très sophistiqué sur le plan statistique et graphique, et Blanchet lui-même cite des auteurs précédents. Il cite notamment Nathan Kifitz, qui est un des grands spécialistes de la formal demography, la démographie formelle, qui est le nom qu'on donne dans le monde anglo-saxon à la démographie mathématique. Il cite Nathan Kifitz, qui avait déjà imaginé la migration comme un moyen de contrôler les effectifs de la population.
Alors le rapport de l'ONU, mais tardivement, mentionne l'étude de Blanchet dans sa revue de la question et on livre un résumé tout à fait correct. On peut citer également deux démographes belges de l'Université de Louvain qui, en 1991, appliquent la méthode de Blanchet à plusieurs pays européens, et ils ont écrit d'ailleurs, il y a une femme et un homme, deux grands démographes, une grande démographe, Christine Vattlar, et je pense que c'était un doctorant, ont écrit une version accessible de cet essai dans la revue Futurible que j'ai déjà citée. Mais le précédent le plus notable d'une simulation de migration de remplacement, eh bien, c'est l'article d'Alfred Sauvy qui s'intitule « Évaluation des besoins de l'immigration française ». C'est un titre un peu curieux, ça veut dire « Évaluation de la France en matière d'immigration ». Population 1-1-1946. C'est le tout premier numéro de la revue Population qui vient d'être fondée. L'INED a été créée à l'automne précédent et dès le mois de janvier suivant, la revue Population naît et dans ce premier numéro, on a un article de Sauvy qui en fait modélise des migrations de remplacement qu'il appelle de ses voeux. Et lors du 70e anniversaire de l'INED, tous ces articles du premier numéro ont été repris, republiés et commentés, et il se trouve que j'avais été chargé de commenter l'article d'Alfred Sauvy sur cette évaluation des besoins d'immigration. Et vous voyez que, alors je donne quelques extraits, l'objectif c'est de rétablir par l'immigration l'équilibre démographique. Il y a l'idée, nous sommes dans l'après-guerre, nous avons un besoin de combler les pénuries de main-d'œuvre, c'est très important, mais il faudrait saisir cette occasion pour aller beaucoup plus loin et travailler sur la longue durée et pas simplement sur la conjoncture économique. Et aller plus loin, ça veut dire penser aux équilibres démographiques du pays et utiliser l'immigration pour ce faire. Il explique que l'équilibre démographique pourrait être atteint que par un relèvement de la natalité d'environ 15% ou par une immigration permanente de jeunes. Et là, il ne pense pas que le relèvement de la natalité sera possible parce qu'il ignore encore l'ampleur du baby-boom. J'ai déjà raconté ça à plusieurs reprises dans mes cours. Il ne sait pas encore que le baby-boom va renverser la donne et il voit essentiellement le rééquilibrage démographique de la pyramide des âges. Il le voit essentiellement dans l'immigration. Et il conclut, après une série de calculs relativement simples, mais enfin qui s'appuient sur la modélisation des équilibres entre générations empruntées à Lotka, il conclut qu'il faudrait une immigration portant sur 5 290 000 personnes, dont 2 450 000 adultes. Et à l'époque, la France n'a que 45-46 millions d'habitants, et pas 65 ou 67 comme maintenant. Et il conclut il y a quand même une différence entre ce qui s'est passé après la guerre de 14 et ce qui se passe maintenant après la Seconde Guerre mondiale. Il ne va pas falloir remplacer simplement des hommes combattants ou épouser des veuves. Il va falloir que des familles migrent. Et donc, il préconise une véritable immigration de personnes appelées à rester à faire souche. Et il ne faut pas que ce soit uniquement des célibataires. Il préconise en fait une migration de peuplement, tout simplement. C'est un texte assez étonnant qui, du coup, d'ailleurs, va plonger les admirateurs Sauvy un peu dans le doute, parce que les admirateurs de Sauvy se sont figés sur les textes assez tardifs de Sauvy qui expriment une très forte réticence vis-à-vis de l'immigration, des textes qu'il a co-signés avec des gens qui ont eu une grande influence sur lui dans les dernières années de sa vie. Et quand on regarde les biographies qui ont été faites par ces turiféraires de Sauvy, ces admirateurs de Sauvy, eh bien, on est frappé de voir que cet épisode des migrations de remplacement préconisées par Sauvy au lendemain de la guerre est complètement oublié, ou en tout cas est fortement minimisé. Je donne comme exemple Jean-Claude Chenet, qui a fait un très très bel article d'hommage sur Alfred Sauvy, qui est en 1992, donc peu de temps après la mort de Sauvy, qui est donc mort en 90, je crois. Jean-Claude Chenet donc, avait rédigé un article, Le nombre et le bonheur des hommes, Alfred Sauvy et les politiques de population. Et il ne dit mot de cet épisode. Et il présente Sauvy essentiellement comme le grand fondateur de la politique familiale de la France qu'il avait commencé à mettre en place
auprès de Paul Reynaud en 1938. Gérard François Dumont, qui est également un grand admirateur d'Alfred Sauvy, a écrit un livre qu'on peut trouver en ligne dans les archives Hall, Le général de Gaulle, Alfred Sauvy et l'Institut national d'études démographiques 1945-1962. Et il commente correctement la note de 1946 dans Population. Il y voit une anticipation de l'immigration de remplacement, et ça c'était très bien vu, mais il réduit immédiatement l'évaluation des besoins d'immigration par Sauvy aux seuls adultes, et Sauvy avait dit 2,5 millions, alors qu'en incluant les enfants, il y avait 5,3 millions. Bon. Et puis, donc Gérard-François Dumont s'empresse de changer de sujet et d'époque, toutefois, conforter le redressement de la natalité, donc la politique familiale, demeure prioritaire, ce qui résulte implicitement notamment du seul entretien que Sauvy a eu avec le général de Gaulle dans les années 1950. Donc, vous voyez, on change de sujet, on change d'époque et on ne s'attarde pas sur, en fait, tout simplement ce texte qui est le premier exemple d'un complot, s'il fallait reprendre ce terme, visant à miser sur les migrants pour remplacer les naissances manquantes en France. Voilà, vous voyez que donc, je pense qu'il faut rétablir, replacer les simulations de l'ONU et celles de Sauvy dans le panorama plus large des politiques migratoires. On a ici, dans les textes de Sauvy, une politique démographique des migrations. Il existe aussi une politique économique. Et Sauvy disait, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une politique économique des migrations, il faut combler les déficits de main-d'œuvre, mais il faut y ajouter, il faut développer ça sur le long terme dans une politique démographique. Et ça va être un des programmes de sa vie, peut-être même parfois une obsession. Mais il y a aussi deux autres approches complètement différentes, qui est la politique juridique des flux migratoires, qui les subordonne à la logique des droits. Et le droit interne à la France, le droit européen, les conventions internationales. Et on verra que, enfin, j'avais déjà raconté comment René Cassin, vice-président du Conseil d'État au lendemain de la guerre, chargé d'évaluer la portée des ordonnances de 1945 sur l'immigration, eh bien, arrive à écarter les projets de hiérarchisation des flux migratoires selon les origines et à revenir à un véritable principe qu'on dit aujourd'hui républicain, un principe d'égalité et au nom des droits. Et il le fait non pas au nom de la République, en fait, mais au nom des droits universels de l'homme, au nom du fait que la France a une réputation à soutenir à l'échelle internationale. Elle est une civilisation qui accueille les migrants, et c'est à ce titre qu'elle doit raviver ces droits qu'elle ne doit pas oublier. Donc il y a une politique juridique des flux migratoires qu'on peut opposer à une vision purement démographique ou économique, ce qui n'empêche pas que René Cassin, dans les discussions qu'il a eues avec les personnalités de l'époque, accueille aussi la logique économique. Et il souhaite en fait concilier la logique économique des politiques migratoires. On a besoin des migrants d'un point de vue économique, donc il y a une vision utilitariste de la migration, mais en même temps, il faut que ce soit conciliable, et c'est ça l'objectif premier, avec une politique des droits, une politique juridique finalement des flux migratoires. Et puis il y a une quatrième politique que dans ma leçon inaugurale j'avais appelée la politique d'opinion, mais il serait beaucoup plus juste de dire que c'est une politique identitaire des migrations, qui réserve la plénitude des droits aux natifs de vieille souche, en hiérarchisant les peuples selon le physique, l'origine, la distance culturelle, le niveau de civilisation, enfin des critères censés déterminer le degré auquel les étrangers sont assimilables ou pas à la nation. C'était le thème de l'an dernier. Alors, les historiens français, et là il faut toujours reciter Patrick Weil d'une part et complété par Sylvain Laurence de l'autre, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé l'an dernier, ont abondamment documenté la prégnance du modèle identitaire dans l'administration française depuis les années 20, mais aussi la montée en puissance du modèle des droits dans les instances de contrôle, à commencer par le Conseil d'État. Et il y a toujours eu cette opposition et cette lutte. Alors évidemment, sous Vichy l'emporte à la politique identitaire, bien sûr, qui n'a plus devant elle des adversaires capables de maintenir les exigences des principes d'égalité. Mais au lendemain de la guerre, c'est de nouveau la logique des valeurs qui l'emporte. Alors on peut réunir, on pourrait dire qu'au fond,
les 4 modèles de rationalité que j'énumère ainsi pourraient être regroupés 2 à 2. La rationalité démographique et économique, c'est une logique fondamentale qui est la logique des intérêts. On utilise la migration soit à des fins démographiques, soit à des fins économiques, soit les deux à la fois, puisqu'évidemment, ce n'est pas compatible, sauf que ça ne concerne pas le même horizon temporel. Et puis, d'un autre côté, le juridique ou l'identitaire, ce sont 2 valeurs, 2 systèmes de valeurs différents. C'est la logique des valeurs et non plus la logique des intérêts. Et la logique des valeurs divisée donc entre l'affirmation de principes de droit universel et des revendications identitaires consistant à dire nous sommes les meilleurs, nous sommes au sommet de la hiérarchie et les autres ne peuvent s'en rapprocher que par degrés et certains méritent carrément d'être exclus parce qu'ils ne sont pas assimilables. Évidemment, chaque point de vue est convaincu d'avoir la raison pour soi et chaque point de vue est persuadé que l'intrusion des autres logiques est une dangereuse poussée d'irrationalité. Alors, dès l'année 1946, dans un des numéros suivants de la revue Population, les tensions entre ces diverses versions de la politique migratoire sont sensibles, sont perceptibles, quoique un peu discrètement, dans la revue Population donc. Paul Vincent était un des brillants démographes français de l'après-guerre. Il est embauché depuis peu par Sauvy, c'est un polytechnicien, il a 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, de moins que Sauvy. Et Sauvy va toujours être très bon dans la sélection des collaborateurs. Il va les choisir techniquement au meilleur niveau. Et il avait un faible pour les polytechniciens, pour les grands modélisateurs, justement. Et donc, Paul Vincent publie dans le numéro 2 de la revue, toujours en 1946, un article qui, d'une certaine manière, ruine en quelques lignes l'imprudente simulation de son patron qui était paru dans le numéro 1. Je cite l'article, « Le vieillissement de la population, retraite et immigration ». Et comme cet article a été republié 70 ans après, il a été commenté par Didier Blanchet, le grand spécialiste français des retraites, certainement un des meilleurs spécialistes français des retraites à l'heure actuelle, avec quelques économistes. Et que fait Vincent? Il passe en revue déjà les paramètres d'une réforme des retraites visant à surmonter le vieillissement. Il ne sait pas encore qu'il va y avoir le baby-boom, hein, on est au bord de le savoir, mais il ne le sait pas encore. Et donc, il joue sur les leviers qui sont classiques aujourd'hui pour nous, le montant des cotisations, le montant des retraites, c'est-à-dire le taux de remplacement du salaire par la retraite, et puis l'âge à la retraite. Et il envisage un quatrième levier qui serait l'immigration des jeunes adultes. Parce que son patron a envisagé cette hypothèse et il faut bien qu'il en parle. Et il se demande, mais est-ce que l'immigration de jeunes adultes pourrait assurer à lui seul l'équilibre du régime général en augmentant le nombre de cotisants et en compensant le poids excessif des vieillards? Alors, à cette époque, on utilise le mot vieillard sans aucun scrupule dans les textes, en compensant le poids excessif des vieillards dans la population. Et il évalue le nombre de migrants nécessaires pour équilibrer le régime général des retraites, avant le baby-boom, donc, il évalue ce nombre à entre 6 et 10 millions. C'est encore plus que les 5,3 millions de migrants simulés par Sauvy. Peut-être qu'il en rajoute un peu pour montrer que c'est vraiment pas possible. Bon. Donc, aussitôt ce nombre formulé, il le juge évidemment excessif, et il rend sa conclusion, mais non, l'immigration ne saurait à elle seule résoudre le problème du vieillissement. Donc on est déjà dans la perspective du scénario 6 des Nations Unies, hein, c'est exactement ça. Alors certes, l'immigration jeune est utile à la reconstruction du pays, politique, économique, mais à condition d'être associée à d'autres facteurs de rééquilibrage, à savoir un regain de natalité et une réforme paramétrique du système de retraite. Donc là, il y a plusieurs leviers à manipuler en même temps, mais il ajoute encore un autre argument qui est en fait un argument de type identitaire. Le principal motif qui pousse Paul Vincent à rejeter la solution purement migratoire au vieillissement de la population, c'est, je cite, le fait que le problème de l'assimilation d'un aussi grand nombre d'étrangers en si peu de temps serait à l'évidence à peu près insoluble. Le pays courrait le risque de subir une véritable colonisation. Donc vous voyez déjà cet argument-là en 1946.
Et Sauvy lui-même, dans la conclusion très elliptique de sa note, alors parfois Sauvy avait un style très elliptique, très concis, avait suggéré qu'une simulation des besoins d'immigration devait quand même tenir compte de considérations générales qui touchent à l'adaptation des étrangers dans leur milieu. Mais c'est tout ce qu'il dit, c'est la dernière phrase de sa simulation. Et d'ajouter, il ajoute juste que le pouvoir d'adaptation varie à la fois suivant les nationalités et suivant les régions d'accueil. Donc vous voyez, il y a politique économique, politique démographique surtout, mais il y a quand même l'aspect identitaire qu'il faut prendre en compte, et tout ceci se mélange un peu. Alors, je pourrais revenir dans la dernière section sur un document révélateur. Donc, c'était ce document que j'ai déjà commenté, qui est un peu difficile à trouver parce qu'il est bizarrement référencé, Henri Batiffol, l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais en fait, c'est suivi par une longue discussion tachygraphiée entre toute une série de juristes, dont René Cassin, sur les objectifs des deux ordonnances de 1945, l'ordonnance sur le droit au séjour et l'ordonnance sur l'accès à la nationalité, en gros, face à la régulation des migrations. Et c'est là que René Cassin exprime sa prise de position face à des interlocuteurs de toutes sortes, dont certains ont fait carrière sous Vichy, d'autres sont des syndicalistes. Enfin bon, lui, c'est un authentique résistant. Je rappelle qu'il rejoint le général de Gaulle quelques jours après l'appel du 18 juin et qu'il est condamné à mort par contumace. Il y a le juriste Henri Mazot, l'oncle de Pierre Mazot. Il y a l'avocat Raymond Sarraute, qui va donner son nom à Nathalie Sarraute, Natalia Tcherniak, qui lui est le conseil, l'avocat du Centre d'action et de défense des immigrés qui est affilié au Conseil national de la résistance. Voilà, il y a Jean-Paul Annie Boyer, qui est un professeur de droit international dont les manuels justifiaient les discriminations selon l'origine. Il y a tout ce groupe-là qui se retrouve, qui discute. J'avais déjà évoqué. Ce qui est intéressant, c'est la diversité des argumentaires qui s'affrontent en faveur du politique migratoire. Et là, vous avez toute la typologie que j'ai esquissée des politiques migratoires qui s'affrontent. Économique, démographique. Alors, Raymond Sarraute manifestement connaît Sauvy de près et cite expressément Sauvy pour dire mais si on devait rétablir une pyramide des âges semblable à celle de l'Union soviétique, c'est assez amusant comme exemple, et il nous faudrait importer tant et tant de migrants, etc. C'est urgent. Enfin voilà. Donc Sauvy est un défenseur en la personne de l'avocat de la CGT et l'avocat des immigrés, en gros, résistants de gauche. Vous voyez comme quoi les affiliations sont quand même complexes dans cette période. Et c'est là que René Cassin explique que le Conseil d'État a dû retirer des projets d'ordonnance une série de mesures attentatoires au droit civil qu'il fallait rompre avec la politique raciale de Vichy. Je ne reviens pas là-dessus, je l'ai déjà signalé. Voilà. Alors, je voudrais dire que, pour terminer, j'ai encore très peu de... il faudrait, je ne vais faire que l'esquisser, peut-être qu'une année, je consacrerai la totalité de mon cours à ça. Science et rhétorique, la rhétorique des débats sur l'immigration. Pourquoi démontrer ne suffit pas à convaincre? Et c'est une notion fondamentale qui a été ravivée par Chaim Perelman et Lucie Albrecht-Iseka. C'est le grand traité publié en 1958 qui classe tous les grands arguments, les grands types d'arguments. Par exemple, il y a l'argument « ça n'a rien à voir », un argument de dissociation. Et puis il y a l'argument « ça a tout à voir ». Et on peut classer beaucoup de débats actuels. L'islam radical n'a rien à voir avec l'authentique islam. Ou au contraire, c'est inscrit dans la genèse de l'origine de l'islam. Vous voyez, tous les arguments de dissociation, au contraire de compression, qui sont utilisés. Voilà. Mais il énumère bien d'autres. Il y a toute une typologie des arguments. Et ce sur quoi insiste beaucoup Perelman, c'est que la démonstration, ça ne peut marcher que dans le domaine des sciences pures et dures, mais quand on s'adresse à un public diversifié, tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas d'imposer son discours, ce n'est pas d'imposer sa démonstration, c'est d'accroître le degré de conviction des personnes. C'est de faire un travail de persuasion qui ne peut être que graduel, qui ne peut être que partiel. Et donc, il faut le savoir. Et du coup, je vais retomber sur mes pieds.
la modélisation par l'absurde, les raisonnements contrefactuels, toutes ces choses qui sont impeccables sur le plan strictement scientifique, en réalité sont quand même très difficiles à manier dans l'arène du débat public, hein, où il faut être persuasif et pas seulement démonstratif. Il faut être persuasif à partir de démonstrations qu'on est capable de fournir. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le raisonnement par abduction qui découvre, n'est-ce pas, des agents responsables de tous les maux qui nous accablent. Eh bien, c'est effectivement une hypothèse du maximum de vraisemblance, comment dire, statistique, mais il faut ensuite la vérifier de façon très précise. Donc, les démonstrations doivent être faites, c'est absolument essentiel, mais ensuite, il faut être capable de les présenter d'une façon qui interpelle le public. Et c'est là que, reprenant une trilogie qu'on retrouve plus ou moins dans Aristote, Perelman explique qu'il faut, pour persuader, avoir un dosage de logos, de pathos et d'éthos. Le logos, c'est la démonstration, c'est la science. Le pathos, c'est quand même faire aussi appel à l'émotion, à la responsabilité, etc. Et puis, l'éthos, c'est aussi, effectivement, jouer sur la grandeur des personnes, sur la compétence accumulée par les personnes, le fait qu'il y a des arguments qui visent à dénigrer la personne au lieu de répondre aux arguments. C'est ce qu'on appelle l'éthos dans la formulation prêtée à Aristote. Il faut un bon dosage de ces trois éléments pour, à partir des travaux les plus scientifiques en apparence, développer son argumentation et essayer de les comprendre, tout en faisant preuve de discernement, tout en étant capable de traiter finement les différences et les corrélations. Voilà, merci pour votre attention.